Parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis, qu'on peut écouter à peu près sur toutes les applications. Je m'excuse à l'avance si jamais vous avez un petit fond de rhume que vous entendez. Ça arrive au printemps. Alors, je suis pogné là-dedans, un petit peu de tout sautement, un petit peu de tout, mais rien probablement. De toute façon, c'est l'invité qui va parler plus, je devrais être correct. Mon invité aujourd'hui a un nom de famille qui l'identifie à un père qui fut l'un des plus grands communicateurs du Québec des 50 dernières années. Pourtant, il s'est bâti une carrière et une vie qui sont tout à fait à son image à lui. Dans ce balado, j'aspire à mieux connaître ce personnage assez discret sur sa vie et dont le parcours dans le monde de l'aviation me paraît tout à fait tout sauf ennuyant. Bonjour René Arthur, comment ça va? Monsieur Parent, quel plaisir de venir vous rencontrer chez vous. Je suis content d'abord de te recevoir. Après avoir reçu ton père ici dans le studio de podcast, ça a été, tu sais, je dois être bien honnête, ça a été un des gros noms que j'ai eu qui m'ont aidé à lancer mon podcast, là. Puis, et ça a été, sais-tu quoi, ça a été aussi avec ton père, quelque chose qui m'est très cher encore aujourd'hui, qui m'émeut encore, c'est que ça a été des retrouvailles. T'sais, on a été 15 ans sans se parler. Puis ton père, c'est lui qui a initié nos retrouvailles, je dirais. Puis j'ai été vraiment, vraiment content de ça, là. Il a adoré son passage quand il est venu te voir. Il a adoré ça. Il était tellement content. Mais il le dit pas, tu sais, il le disait pas, ton père. Non, c'est vrai, c'est pas un gars qui... Il était pas flagorneur, il ramenait pas à lui. Il était, malgré tout ce qu'on pense de ce personnage-là, il était très discret. J'étais content que tu me le dises, René. Quand tu me dis « Hey, mon père, t'es content d'aller te voir. » OK, parfait. Ah ouais, très. Il dit, il m'a tout raconté ça. Il dit, hey, je m'en vais voir Gilles. Puis tout ça, je dis, ah ouais. Puis écoute, je pense qu'il y a eu vraiment du plaisir. Je pense qu'il est venu jaser. Puis de toute façon, faire de la radio, faire le podcast avec toi, après qu'il ait perdu son micro, puis tu sais, perdre son micro. On était pas mal des deux dans le même. On était dans le même bain. Mais non, il y avait comme une similitude on a marqué la radio, on a été kické out, mais on est capable de continuer à faire notre métier. Il y avait ça, là, qui nous. Clairement. Puis je pense que chaque fois qu'il y avait une chance de le faire avec un vieux pro, ouais, ça le rendait encore plus heureux. Oui, il disait pas non souvent d'aller parler au micro. Il l'a fait avec des podcasts moins connus, des jeunes qui... Puis des fois, tu sais, il était généreux là-dessus, je dois te dire. Il essayait d'aider. Il essayait Mais tu sais, c'est quelque chose qu'il adorait. C'est la chose qu'il adorait le plus, probablement. C'est faire de la radio, aller jaser au monde. Ça a été toute sa vie. Faut pas se surprendre quand tu dis « Ah, ben regarde, je t'invite, puis il vient. » Toi, René, dans le fond, la radio, t'en as fait. Ça a été un passage... où ça comptait plus que je pense. Tu sais, t'as fait de la radio avec Marteau, t'en as fait avec ton père, mais je sais, j'ai même pas compté les années, peut-être. J'ai fait beaucoup plus de radio en arrière du micro qu'en avant du micro. Puis je pense que j'étais meilleur en arrière du micro qu'en avant du micro, mais ça, c'est un autre problème. J'ai jamais eu le talent familial de communicateur. C'est sûr que j'aime ça jaser, mais quand même... Mais t'as travaillé donc comme recherchiste. C'est beaucoup. Là que j'ai appris tout ce que je sais, ou presque, de la vie. Je l'ai appris en travaillant pour André. J'ai commencé ça, je peux même pas dire comment ça a commencé. Avec Jean Langlois, mettons? Oui, Jean Langlois, là, on retourne à CHRC. Là. Ben oui. Ma première job d'été. T'étais jeune, là, en baptême. Oui, j'étais là, puis c'est pas compliqué. La première chose qu'ils m'ont faite, c'est j'arrive, André, il dit « René va travailler avec nous cet été. » Bon. Puis ils m'ont dompé une pile de journaux en avant de moi, puis ils m'ont dit « Bon, ben, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? » Bon, moi, tu savais lire. Il était pas sûr, je pense que c'est ça qu'ils voulaient vérifier. Donc, ils ont commencé par ça, puis après ça, boule de gomme, va faire de la technique un peu, trouver des bouts de tape, enregistrer de la TV, surveiller les autres. De temps en temps, arriver avec des idées qui disent « Ah, pas mauvais. » Puis c'est ça qui est le fun, c'est motivant. Arrive avec des idées, contacte la personne, bouclé, on le fait à 8h15. C'est comme ça que ça a commencé, puis j'ai... Mais ça, c'est moi. Gars, moi, je suis dans le milieu, puis je savais pas. T'avais fait autant de recherches. Ah oui, la recherche, puis après ça... L'excuse du sport, là, de faire le sport, j'adore le sport. Ton père aussi aimait ça. Mais écoute, le sport, c'est juste l'excuse de pouvoir parler. D'aller au micro. Ben oui. Parler, tu sais. Ben, vous parliez de baseball, on sentait la passion aussi, là. Ben, es-tu encore un maniaque de baseball? Ton père l'était, là. Je suis un maniaque de tous les sports. De tout, OK. Mais par contre, tu sais, je suis pas. Si tu me demandes là, avec qui a gagné, qui a ça, j'ai un gilet des Bears. J'adore le football, mais c'était probablement un gilet pas trop cher. Je sais qu'ils ont eu un nouveau corps arrière. T'as eu un deal, fait que c'est ça. J'ai eu un deal pour le gilet. Je sais qu'ils ont eu un bon corps arrière au repêchage. Puis sinon, tu sais, j'en sais pas plus. OK. Tu comprends? C'était ça. Ça a été l'excuse de faire de la radio. Donc, t'en as fait combien de temps à peu près? C'était 15 ans? Il me semble que c'était 2003-2004 à peu près à Choix.
Là, t'as quoi? T'as 45 ans à peu près? 45 ans, ouais. Donc, t'as commencé. Mais c'était-tu une job d'été à 15 ans ou j'essaie de voir? Hey, boy. Parce que t'as fait au moins 20-25 ans, René, je comprends bien, dans le milieu. Ouais, une vingtaine d'années à traîner dans les postes de radio, essayer de me rendre utile ou moins utile. Est-ce que tu t'es tanné ou on t'a kické out? Comment ça s'est passé? La fin? Tu vois, moi, quand j'ai grandi, tout le monde, les vieilles madames m'ont toujours dit tu vas-tu faire de la radio comme ton père? Ah, regarde, c'est sûr. Ça, j'ai dû entendre 1000 ça. fois. 1000 fois. Regarde. Par semaine. Ouais. Puis, on allait au restaurant avec André, les madames venaient nous voir à table, puis ça venait nous jaser. Puis, tu vas faire de la radio comme ton père? J'étais haut comme 3 pas. Mais, je sais pas, je pense pas, je sais pas. Et puis, ça a été une certaine façon de me rapprocher d'André, d'aller travailler avec lui, parce que sa job, c'était beaucoup pour lui. Et puis, de me rapprocher de lui, en allant travailler avec lui. Et de toute façon, je trouvais que ce serait le plus beau diplôme de communication que je pouvais pas trouver. De m'en aller là, puis d'apprendre sur le tas, avec les autres, qu'est-ce qui était la job de média. Puis ton père, qu'on aime le style ou pas, c'est un gars qui avait des connaissances inouïes, t'es d'accord? Puis son père, là, lui, René, avait cette réputation-là. Fait que toi, t'arrivais, puis tu devais te dire... D'abord, je pense pas que ton père te dit « Faut que tu sois comme nous autres, là. Faut que tu sois comme toi-même. » Il t'encourageait. Fais ce que t'aimes. C'était tout ça pas mal? Ah, c'était pas mal. Ah, t'es là? Autrement dit, débrouillardise. Arrange-toi pour être à l'heure. OK. On commence à 5 h du matin, arrange-toi pour être là. OK, parfait. Je veux pas savoir le reste. Arrive à l'heure. Arrive à l'heure, c'est ça. Puis une fois que j'arrivais là, j'ai jamais... sauf à quelques exceptions, je me suis fait dire quoi faire par lui. C'était plus justement Jean Landlois, les gens autour. Ils disaient, bon, on va faire ça, fais ça. Tu pourrais m'aider en faisant ça. Très bon. Et puis c'est là que j'ai appris un peu la job de recherchiste puis essayer de me rendre utile, produire l'émission. Mais t'es conscient que ton père, quand on dit un monstre de la radio, c'est un gars qui a marqué le milieu. Puis pas juste, je parle pas juste du nom. À la radio, quand il décidait de s'y mettre, c'est impressionnant, là. Selon moi, puis je suis biaisé à côté, mais je crois... Sans vouloir te... Non, gars, je me compare pas à ton père. On n'est pas dans la même ligue, je te le dis. C'est le plus big qui a passé à Québec depuis, je sais pas, au moins 100 ans. Depuis 45 ans. Oui, parce qu'on parle tout le temps de... Il y a personne qui a réussi à faire ce qu'il a fait. Pense quand il est allé à Boulevard, puis qu'il a pris la station qu'il y avait... Ou 100 c'est connu. C'est un fouet. Zéro auditeur, puis il te montre ça, numéro 2, numéro 3, numéro 1 à Québec. Il n'y a pas grand monde qui ont non, t'as raison. Capable de faire ça. Et t'as raison, ce que tu dis, là, c'est pas juste une question, tu dis, t'es à côté biaisé, mais attends un peu, c'est des faits. Il n'y a personne qui a réussi ça. Il y a personne qui a réussi ça. Puis je dis pas ça pour flatter. Il n'y a pas besoin de t'avoir ton père et puis là, il a fait ce qu'il avait à faire. Puis tu sais, toi, c'est la relève, c'est ton nom, tu fais tes affaires, puis t'es même plus dans ce domaine-là. Mais t'as raison. Puis moi, je vais te faire un aveu, René. J'ai été déçu, et je l'ai dit, je fais des chroniques avec Jeff Fillion. J'ai dit, Jeff, avec l'importance qu'André Arthur a eu, quand il décède, qu'on fait une demi-page en journal, je capote. Il a passé les dernières années de sa vie à le dire. Ce qu'il disait, c'est merveilleux. Tout va bien, ils n'ont plus besoin de moi. Pense à ça, là. Ouais. Alors, regarde la société, le Québec de nos jours, là. Puis imagine ça, puis la force de ce que ça veut dire. Puis, oui, très bien. Puis c'est tout va bien, ils n'ont plus besoin de moi. Pense à ça. Oui, c'est ça. Je comprends très bien ce que ça veut dire. C'est tout à fait profond quand on analyse. C'est clair. Mais est-ce que tu as eu tu disais que bon, tu as pu te rapprocher de ton père en travaillant avec, dans le fond. Absolument. Mais vous avez dû avoir la chance de vous poigner aussi, parce que... non, parce que ton père, c'est un gars exigeant, je me trompe pas? Écoute, il a jamais été... nos chicanes, nos différends, nos incompréhensions sont venus bien avant et sont venus beaucoup plus par rapport à mon niveau scolaire, mettons, que... mon niveau de travail. Okay. J'ai jamais été un étudiant émérite et tout le temps que j'ai travaillé avec lui, il n'y a jamais eu beaucoup de temps où est-ce que ça a été « Oh là, tu fais pas la job, tu fais pas ce qu'on te demande ». Il me voyait bien plus comme un stagiaire qui faisait son possible, qui apprenait. Puis nos différends n'ont jamais été par rapport à la radio, la job, où tu devrais faire ci ou tu vas faire ça. T'as plus ta personnalité à toi, là. Ta manière. Il trouve un peu slopé dans la vie, oui, mon attitude généralisée. Puis tu étais capable de. Probablement, si tu avais du père un peu, tu avais du caractère aussi. Absolument. OK, fait que tu n'étais pas le petit mouton en dessous. Non, on se parlait. Des bonnes discussions. On se parlait clairement. Dis-moi. Puis ça, c'est une des choses que je peux te dire qui est le plus extraordinaire entre moi et André. Quand il est décédé, il n'y avait pas de non-dit. Il n'y avait rien qui restait. Il restait rien. En dessous de la table, il n'y avait plus rien. Il n'y avait rien. Tout clean slate. Ah oui, c'était clean.
Ah, puis ça c'est fait du plus- bien. C'est la plus belle affaire c'est la plus belle chose que je peux te dire que je pars avec, là. C'est regarde, aucun non-dit. Yeah. C'est beau, bye. T'as-tu la chance, même jusqu'à la fin de jaser avec? Ouais, jusqu'à la dernière minute. Puis quand on a décidé quand il a décidé qu'il voulait être euthanasié, là, parce que ça a fini comme ça avec tous les organes ont lâché, puis à un moment donné, il a dit, gars, c'est beau. Il a dit, il a regardé c'est le sa docteur. décision? Oh, oui, il a dit, là, tu piques, là, ça fait mal, il avait mal. Il dit, tu piques jusqu'à temps, puis si je me réveille, puis j'ai mal, je vais être vraiment de mauvaise humeur. Puis avant qu'il. Manque-moi pas, dans le fond. Manque-moi pas. C'est tellement lui. Il espérait un vétérinaire, parce qu'il a toujours dit que les vétérinaires faisaient pas mal quand ils piquaient. Et. OK. Il a parlé au médecin. Sa conjointe de l'époque dit. C'est le temps, là, si t'as quelque chose que tu veux dire, c'est le temps, là, parce qu'après ça, quand tu commences à piquer, tu risques de divaguer un peu. Et puis, il a dit 2-3 phrases qui étaient magnifiques, qui sont pas de vos affaires. Ben non. Puis, il a fini en levant la main, puis il a dit « Bye! » C'est lui. C'est lui. Tu peux pas se... Il est sur son lit de mort, puis tu peux pas faire autrement qu'exploser de rire. C'était un peu chien, mais écoute, c'est extraordinaire. Mais... Toi, jeune, là, est-ce que t'avais-tu des rêves qui... Là, je sais que t'es pilote d'avion, là. Absolument. Mais à 10, 12, 14 ans, t'avais-tu des enfants qui disaient ça, j'aimerais ça? Ben, pilote d'avion, ça a été mon plus grand rêve de toujours. Mais à partir de quel âge? Oh, très jeune. OK. Moi, je pensais que c'était une affaire plus les Oh, années... mon Dieu, non. Regarde, tout commence... l'âge exact, j'ai eu bien de misère avec les noms, les âges, les périodes. Tu sais, c'est... Moi, je vis au jour le jour. Puis là, t'es en 2024. Ouais, c'est bon, merci. Et puis, c'est très, très, très... écoute, c'est très, très, très vague comme temps. Mais mettons 8 ans, OK? Mettons qu'on dit 8 ans. 8-10 ans, là. Okay. J'avais, mon grand-père habitait la Floride. La moitié de l'année, c'était un snowbird. Et puis, on allait le voir régulièrement, toutes les périodes scolaires qui étaient possibles. En auto ou en avion? En avion. Oui, en avion, voilà. Okay. Et puis, on est prêt 11 septembre. Des fois avec ton père, des fois avec ta mère, comment ça se passait? Les deux, oui. Les deux passaient beaucoup de temps en Floride. Okay. C'était comme ça. Et à un moment donné, on s'en va sur Delta. Quand Delta Airlines faisait la liaison Québec-Boston, Boston-Fort Lauderdale. Québec-Boston, oui. OK, il faisait ça avec un Lockheed 1011, qui est un wide body, qui est un 300 passagers. Puis... Pas Hélice dans ce temps-là, non? Non, un gros jet. OK, un gros jet, parce que moi, je connais pas... Tu vas voir, je connais pas ça. OK, une grosse bébite. OK. Et à ce moment-là, on pouvait aller dans le... Tu demandais gentiment la permission d'aller en avant. Le cockpit. OK. Donc, sur le leg vers Boston, je dis, je peux-tu aller voir? Je peux-tu aller, tu sais, peux-tu aller en avant? Et puis, je vais en avant, je vais voir, je jase avec les gars. On va à telle vitesse, telle altitude. J'en savais déjà une bonne partie sur ce qui se passait. Par ton père ou par la... Non, ça n'a rien à voir. Ton père aimait ça, mais... Les pages aériens, la culture générale. Même la famille élargie aimait ça, là. Tout le monde, tu sais, veut pas... L'aviation, c'était mythique. Là, non, mais encore aujourd'hui, ça passionne tout le monde. Pas la passion dans le sens où tout le monde... Non, mais tout le monde est fasciné. Fasciné. Tout le monde est fasciné. Et puis, sur le lac vers Boston, je jase avec les pilotes. 2 Québécois qui travaillent pour Delta sont assis en avant. Et je jase avec les gars. Bon, c'est bon, on redescend, c'est 1 heure. On redescend vers Boston, c'était vite. Va t'asseoir, c'est beau. Je passe peut-être 20-25 minutes dans le cockpit. Je leur demande pour y aller sur le lac vers Fort Lauderdale, d'aller jaser avec les gars encore, parce que j'avais vraiment aimé mon séjour. Ah, les gars, ils disent oui, pas de problème. C'est le même pilote? Les mêmes gars. Ah oui, donc. Bon. Et juste à peu près à 1 heure d'arrivée, il fait venir une des agents de bord, puis il dit « Vas-y le jump seat ». Il m'assoit dans le cockpit, puis on atterrit à Fort Lauderdale avec un Lockheed 1011. J'ai 8 ans, j'ai la bouche à peu près sur le bord des souliers à terre. Et... Puis là, je suis assis là. Là, c'est les commandes, bing, bang, les bras, là, tu vois tout aller, là. Tout aller, je suis là, puis je lui dis « Boy, c'est sûr que je veux rien faire d'autre que ça dans la vie, c'est trop le fun. » Et juste en atterrissant à la piste, on sort dans le taxiway, puis tout de suite, il dit « OK, va t'asseoir. » Donc, c'est sûr que tu veux faire ça, mais ça a pris un petit bout de temps avant que ça arrive. Ben, quand j'étais à l'école, j'étais au secondaire, à l'école Rochebelle. Okay. Et je rencontre un conseiller en orientation qui me dit « Ouais, t'es vraiment cancre à l'école. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? » Puis je dis « Ben, je vais être pilote d'avion. » Puis cette personne-là m'a regardé, noir sur blanc, m'a dit « Tu seras jamais pilote. Bon, impossible, pourquoi? Oublie ça arrivera pas, t'as pas des bonnes notes, tout ça. » Puis... T'es pas sérieux? Ouais, puis à ce moment-là, je comprends pas, puis je me dis, OK, c'est beau, écoute, le rêve vient de tomber à l'eau, c'est de la poubelle, puis on change ça, on fait une boule, on trouvera d'autres choses. Et puis c'est peut-être ça un peu qui me mène à la radio, dire, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller essayer ça pendant un bout de temps. Et
pas longtemps après, fin des années 90, je découvre que Pro Aviation à Québec, ils ont volé plein de monde, mais en ça, c'était la plus belle école possible et imaginable où est-ce que tu pouvais aller au privé. Fait que tu payes, tu voles, tu fais ta licence, tu gradues, puis là, tu vas te têter une job quelque part. OK. Puis là, dans le fond, ton questionnement, c'est pas savoir si t'aimes ça. C'est pas savoir si tu veux faire ça. Ça, c'est réglé. Ça fait longtemps. Parfait. Maintenant, c'est juste qui va payer pour ça. Ouais, ça devait être ça, la question. Là. Ben, c'était carrément ça. Puis là, je suis allé voir mon père. J'ai dit, bon, ça coûte 100 000. Comment qu'on va faire ça? Ben, il dit bonne chance pour commencer. Il a fini par me donner... il m'a donné 25 000 $, puis il m'a dit arrange-toi. Fait que, entre mon salaire de radio, qui était plutôt médiocre, je faisais 26 000 $ à choix, puis j'habitais chez lui dans son sous-sol. Fait qu'entre ça, le 25 000 qu'il m'a donné, puis des prêts, j'ai réussi à faire mon... De broder pour avancer. Ouais, broder. Ça m'a pris un petit peu plus de temps. J'ai lagué. Ça m'a pris... Si j'avais été intelligent pour Saint-Saëns, puis j'avais été à la banque, j'avais emprunté, moi je me suis dit, je veux pas sortir de là avec 100 000 de dette, ça n'aurait aucun... Tu penses-tu que tu l'aurais eu à l'époque? Oui, tu aurais pu te faire avoir le... c'est des prêts et bourses, là. Ça se fait assez bien. Mais c'est un prêt, fait que tu veux... Bon, donc, t'as étiré un peu plus, mais... Moi, ce que je veux savoir, c'est que je comprends pas toutes les étapes. Là. Tu prends tes cours, puis, tu sais, question d'heure, puis tout, là, moi, il va falloir que tu me démêles. Ça m'intéresse, là. C'est-à-dire qu'au départ... T'as un cours de base pour quoi? Pour le plus petit avion du monde? Tu sais? Tu commences par faire ce qu'on appelle le P-Star, qui est un examen. Ensuite, ça suit par l'examen du... Le P-Star te donne comme un peu le droit de devenir un élève pour ton privé. Mais ça te prend une base théorique, là, c'est ça? Là, c'est loin, là, par exemple. Okay? Non, mais grosso modo. Là, après ça, tu vas chercher à peu près 40 heures de vol qui va te donner le droit d'aller au... mais puis là, à ce moment-là, quand tu dis tu vas avoir 40 heures, c'est toi qui es avec un instructeur. OK, je comprends. T'es un rookie, là, tu fais ton possible. Puis là, après ça, tu vas avec l'instructeur. C'est comme l'élève au volant, dans le fond? Oui, la même chose. Toi, tu conduis, l'autre peut conduire en même temps. Là, on se comprend. Il y a deux commandes, il y a deux breaks. Non, on fait des blagues, mais c'est parce qu'on ne sait pas des autres années. Mais tu me dis, les deux peuvent intervenir. Absolument. Et puis, tu fais ça jusqu'à environ 250 heures. Tu vas chercher les qualifications. 200 heures, puis après ça, 250 heures. Puis après ça, bonne chance de te trouver un job. Idéalement, souvent, c'est le cheminement que j'ai fait. Ensuite, je suis devenu instructeur. Ensuite, j'ai fait des patrouilles de feu. Je me suis exilé dans des deux... Aller dans le Grand Nord pour réussir à avoir des heures, c'est vrai, ça? Ben, moi, j'ai passé 2 des plus belles années de ma vie à Yellowknife. Arrête, toi! Ben oui, et puis... Je te trouve chanceux, on dirait. Ben oui, on va pas là, ça a l'air tellement beau. Ouais, c'est beau, c'est extraordinaire. Le Yukon, le territoire du Nord-Ouest... J'ai travaillé pour une des plus belles compagnies à Québec qui était Grondeur. Une journée, c'était extraordinaire. Une journée, tu volais Jean Charest. Le lendemain, tu allais dans l'Arctique. Puis le surlendemain, tu étais rendu à Boston, New York pour des compagnies de charter de Montréal. Tu as dû transporter des employés d'Hydro-Québec. Il me semble qu'ils volent beaucoup dans le Nord. J'ai fait beaucoup d'hydro. Je sais tout sur hydro. Mais toi, là, quand les premiers vols que tu fais, tu prends-tu ce qui est disponible dans un axe disponible ou tu choisis de j'aimerais ça être dans l'Ouest canadien? Oh mon Dieu, il n'y a pas tu prenais ce qu'il y avait disponible. OK. Tu prends ce qu'il y a. C'est de la prostitution. Tu prends ce qu'il y a. C'est de la prostitution pour aucun argent. C'est pas payant même au début? Ah, mais mon Dieu, non, ma première année comme pilote, j'ai fait 9 000 $. 9 000? Oui. Tu vis pas là, je suis endetté. Là, j'ai dépensé 100 000 ma première année, tu fais 9 000. C'est épouvantable. La deuxième année, c'était pas mieux. Là. Ça a pris il faut y croire, René? Ben, faut que tu y crois. Faut que tu sois sûr de ce que tu t'en vas. Mais mais c'est-tu vrai pour tout le monde? Comment ça marche? Ben, quand tu commences, je veux dire. Là, c'est mieux. Tu sais, moi, ça fait 20 quelques années que je fais ça. Quand même. Ouais, tu sais, c'est ça. C'est beaucoup mieux parce que tu sais, je vais te dire ça en termes de comme si je parlais à un chum pilote, on est tous allés se faire peur dans le Nord. Puis là, ensuite, on est devenu, on a travaillé pour des compagnies aériennes. Puis là, maintenant, c'est fini de se faire peur. Tu sais, c'est au contraire. C'est un lazy boy volant. T'as-tu fait, toi, les chasseurs puis, du Nord, ça fait la même aussi ou pas? Ça, c'est-tu plus privé? Tu sais, des fois, t'entends parler les groupes de chasseurs qui vont en Anticosti, qui vont dans le Nord, tout ça, c'est des vols, non? Moi, j'ai pas fait ça. Ce que j'ai fait dans l'Arctique, qui était la job la plus gratifiante que j'ai eue de ma vie, c'est de faire d'évacuation médicale du fin fond de l'Arctique. Dans des conditions qui devaient être folles des fois? Ah non, épouvantable. Tu t'en vas, il fait moins 63 dehors, puis tu rentres là avec... Tu voles pas à vue? Tu voles à vue? Non, c'est aux instruments, puis tu rentres sur des pistes de garnottes de 3500 pieds, puis tu rentres... Je te soupçonne, je te vois à face, j'ai l'impression que tu sais pas ça. Ah, j'adorais ça. J'adorais ça. Écoute, regarde, il n'y a rien que j'ai aimé le plus de mon séjour d'aviation que ça. C'était bien payé, c'était
bien traité. Je faisais 3 semaines dans le Nord, 3 semaines de retour Des à Québec. challenges tout le temps? Tout le temps se remettre en question, tout le temps juger, ça n'a pas de bon sens. Et puis, Seul ou vous étiez deux? On était deux, plus OK. deux médics, deux infirmiers, ambulanciers. C'est extraordinaire parce que les gens qui font ça du côté médical, là, je te parle pas du Québec, je te parle d'en dehors parce que c'est vraiment, vraiment bien fait. C'est les deux gars, il y en a un qui est un ambulancier tout court, c'est 2 ambulanciers, mais il y en a un des deux qui a fait de l'urgence. OK, une coche en haut, lui. Oui, OK. C'est un infirmier, souvent un infirmier comme les super infirmières Comprends. qui veulent Si t'es en train d'en perdre un, c'est lui qui s'en occupe, là. C'est ça, OK. c'est ça. Alors, regarde, des histoires rocambolesques, j'en ai une bonne pour toi. Ben, vas-y, un jour, vas-y. je m'en vais dans le coin de Joe Haven, qui est pas loin de Cambridge Bay, au nord, à peu près 2 heures au nord de Yellowknife. Et puis, il y a eu un accident d'auto. C'est 4 jeunes. Il y en a un qui a la colonne vertébrale cassée. Puis, moi, j'en ai 2. On est monté 3 avions, je pense, pour les ramasser. Il y avait 5 flots dans l'auto. Quand vous y allez, c'est parce qu'il n'y a pas d'accès de route, ça, je comprends? Il n'y a pas de route. OK. Mais il n'y a pas de là. route, ça veut pas dire qu'on peut atterrir où on veut, René? Même là, Yellowknife, ça va à Edmonton, il n'y a pas de route, là. Il y a une route de glace l'hiver qui est... OK, mais la route, il n'y a pas de route principale, que je comprends. Mais vous, ça veut pas dire que vous allez atterrir à côté de où l'accident a lieu, là? Non, nous autres, on va à l'aéroport le plus proche. Eux autres, il y a un pick-up qui est dans toutes les c'est un pick-up OK. ambulance. Des fois, c'est des ambulances. Des fois, c'est un pick-up... Avec des roues grosses de même, j'imagine, il faut qu'il passe partout, lui? Ben, les routes, il y a des belles routes. OK, c'est des quand routes même. de glace. Je comprends. C'est vraiment bien entretenu. OK. Ils sont bien organisés. Là. Dans l'article, Non, je on comprends. voit ça comme un white-out, mais les villages sont vraiment bien organisés. OK. Tu sais, puis... contrairement beaucoup aux Indiens du Sud, les Inuits du Nord puis les habitants du Nord coopèrent, ils s'aident financièrement pour se nourrir. Socialement. C'est OK. c'est des C'est de gens qui sont l'entraide. extraordinaires. Sinon, un pourrait payer son bill d'hydro, le reste de la communauté va le payer, c'est pas, on le payera pas. Là. Tu comprends ça un peu? Oui, la je façon, comprends. c'est que tout le monde... Ça s'aide. Tout le monde s'aide, tout le monde se rejoint, tout le monde est proche, c'est serré. La même chose, dans toutes les communautés, il y a une espèce de tracteur qui fait les routes, puis tout ça. Mais quand tu fais des transports de même médic, est-ce que les deux côtés, il y a le côté on a sauvé quelqu'un, on est fier, puis ou on a échappé un, puis c'est plate, hein? C'est un mélange des deux, t'as de tout? C'était pas mon rôle de... Non, je comprends. Moi, je t'es pas médecin, non, je comprends. Je faisais juste conduire Ouais, mais l'avion. tu sais pareil ce qui se passe. C'est ça, tu sais, oui, on le sait ce qui se passe, puis c'est ça mon histoire que je te Oui. disais, c'est que le flot qui a la colonne vertébrale cassée en arrière de moi, puis qui braille, puis qui miaule, puis qui jappe en arrière pendant qu'on essaie de conduire l'avion. Puis là, je dis à un des médics, je dis là, tu peux-tu y donner de quoi? Parce que ça n'a pas de sens, ça. Parce que là, je suis tanné, là, ça se peut pas. Ça a pas de dérange bon trop, là. Non, OK. non, ben c'est que là, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. C'est aide-le, faites quoi, tu sais. Je me retourne dans l'avion en disant, ben faites quoi, là, tu sais, c'est assez, là. Il dit, je suis au maximum de ce que je peux y donner. Oh, OK, fait que lui, Je ça peux allait plus vraiment rien- pas, Je là. peux plus rien y donner, là. Fait que, tu sais, c'est... Puis là, c'est dire, OK, on se dépêche, puis tout ça, puis les altitudes cabines, puis garder le monde avec assez d'oxygène, puis... Puis en même ça, temps, tu sais que c'est pressant, René, mais en même temps, il faut que tout le monde... Idéalement, tout le monde en vit, hein? Oui, c'est C'est- ça. On n'a pas perdu encore, c'est ça que ça va Oui, c'est ça. OK, fait que- bon, quand t'es là-dedans, moi, j'essaie de saisir ton enfant. T'es là-dedans, est-ce que le rêve, c'est toujours d'aller d'un avion de ligne? Mettons, là, quand t'es là, t'avances. Oui, mon but, Tout avance. ça a OK. toujours été d'un major, ouais. OK, René, y aurait-tu pu avoir une parenthèse? Bon, tu sais, m'aller dans l'armée, mes estis de dettes, ils vont me payer. T'as jamais pensé à ça? J'y ai pensé trop tard, et quand j'ai pensé à aller dans l'armée, premièrement, c'est 1 sur 50 qui va s'enrôler dans l'armée, qui va sortir avec une licence de pilote, là. OK. Oh, c'est pas si simple que ça, OK. C'est très, très, très spécialisé. Contingenté, OK. Puis, quand j'ai commencé ça, j'étais bien trop heureux et innocent pour aller dans l'armée. Simple de même. Trop paresseux aussi, Non, faire non, les non. exercices pis tout? Non, Non, écoute, non. j'étais quand même assez en forme. Je sortais d'une belle carrière d'athlète. Puis, OK. tu sais, j'étais moins gros, puis plus en forme, puis l'exercice physique me dérangeait pas du tout. C'était pas ça, là, OK. C'était pas ça partout. C'était juste ma liberté d'aller où je voulais, quand je voulais. T'avais l'impression de rentrer dans un carcan, là. Oui, dans un moule, OK. puis je suis pas bon avec les moules. là. OK. Tu sortirais pas je sais pas de qui tu sortais. Vraiment pas. Mais quand t'es là, est-ce que c'est ça que je veux connaître, René. Est-ce que tu dois solliciter, envoyer des demandes ou tu essaies de te faire connaître pour que les compagnies te voient, tu lèves des flags? Comment tu fais pour. T'envoies des Comment ça CV, marche? Des CV, ça marche? OK. Des CV. Puis c'est les heures qui font la différence? C'est ça. Tu sais, à chaque fois, tu as un peu plus d'heures, tu as un petit peu plus d'expérience, que tu as un peu plus de quelque chose et que ça va un petit peu par en avant. Tu upgrade, tu vas voir. Mais les contacts, des amis, mettons, qui disent hey, j'ai un contact chez telle affaire. Contact, c'est merveilleux, mais ils vont te demander des références. Pareil.
Je crois que quand moi, tu vois, même j'ai essayé de rentrer chez Air Canada. Ils n'ont rien voulu savoir de moi. Ils m'ont dit, je sais pas comment on va faire pour se passer de toi à partir de maintenant, mais on va essayer. Et puis, malgré que j'avais 3 ou 4 références à l'interne. OK. Et puis, ils m'ont pas pris. Mais quand ils te prennent pas une fois, ils peuvent-tu te prendre 5 ans plus tard? Ah oui, ben regarde, tu vois, je n'ai eu une offre d'emploi d'Air Canada il n'y a pas longtemps. OK. Puis, j'y vais pas. Tu y vas pas. Non, mais c'était bien. Tu vas pas. Regarde, tu sacrifies pas 12 ans de seniorité dans une compagnie aérienne pour te revirer de bord pour... Parce qu'aujourd'hui, tu es chez WestJet, mais moi, je veux savoir comment tu es arrivé là. T'as-tu fait un peu de privé à travers? Du chrono-aviation, des noms qu'on connaît, là? J'ai fait 10 ans chez Grondeur. J'ai fait 2 ans ou plus... Ouais, j'ai fait à peu près 8 ans chez Grondeur, 2 ans dans l'Arctique, et puis après ça, je suis rentré chez WestJet. WestJet, OK. Ouais. Puis ça, pour toi, c'était une belle victoire, rentrer chez WestJet? C'était mon rêve. C'était la place. Pourquoi? Explique-moi ça. Ben, c'est plus l'Ouest, parce que nous, on dit WestJet, il est moins québécois. Il est Québec moins... tous les jours, dans le temps. Là ils ont coupé ça, là. Tout a pris le bord, puis ça, c'est pas de mes affaires, puis je peux pas vraiment discuter avec toi parce que j'ai pas non, mais en même temps, permission. non, c'est correct. WestJet est la plus belle compagnie que j'ai trouvée pour travailler, tout job confondu. Explique-moi ça m'intéresse. OK, t'es bien traité, t'es traité avec respect, tous les avions sont bien encadrés, t'es bien payé, t'es en masse de temps libre, tu sais, tout, il y a rien qui manque. OK. C'est pas compliqué, c'est ça. Puis, est-ce que ça te limite... Je te pose une question. Est-ce que mon impression, puis j'espère que je me trompe, parce que c'est le fun de se tromper sur ce genre de perception-là, mon impression, c'est que le rêve ultime d'un pilote d'avion, éventuellement, c'est de faire les gros vols Toronto-Rome, Toronto-Amsterdam. C'est-tu vrai, ça? OK. Je rêve pas, donc. Attends. Vas-y. C'est le rêve jusqu'à temps que tu commences. OK? C'est le rêve absolu que le gros tout 777, tu pars, là. J'ai assez hâte de me ramasser, c'est un 787, 777. Et puis là, tu commences à faire le job pendant 3-4 ans, puis là, tu te dis, ben c'est drôle, mon cul, il y a une limite d'heure de 2h15, puis après ça, j'ai le goût de me lever, puis je suis tanné, puis là, c'est assez. Donc, moi, personnellement, j'ai aucune intention de m'en aller sur un gros porteur. Parce que c'est trop, entre guillemets, facile? Pour le pilote, je parle. Non, c'est trop long. OK. Trop long. 12h, 13h, 9h. Moi, je fais Costa Rica, Los Angeles, je suis là, tout le temps dans le même fuseau horaire où je vais vers l'ouest un peu. Moi, juste aller en Europe, ça me défait. Là. Tu dois y aller des fois? Ouais, mais je vais pas. Moi, tu vois, je choisis de pas y aller. OK. Choisis ce que je... Ça serait-tu payant faire plus long? C'est ça que je me demandais. Zéro, OK, ça change rien. C'est ça. Pas bien. Tu sais, comme... Pour tout gars, la grosseur dépend. Tu sais pas, mais tu sais, size matters, là. C'est que plus l'avion est gros, plus la paye est grosse. Pour la différence, là, on peut repasser. Là. OK, donc c'est pas fondamental et majeur. OK, je comprends. Non. Toi, le vol parfait, mais je te demande ça, mais un vol parfait, puis attends un peu, je vais être plus précis dans ma question. Oui. Le vol parfait, c'est la grosseur d'avion, le modèle d'avion, puis je m'en vais là. Mettons ça pour l'instant, tu commences à connaître ce que t'aimes, là. Oui. Quand tu dis c'est ça mon vol cette semaine, OK, là, je suis heureux. 48 heures au Costa Rica. 48 heures au Costa Rica, aller-retour. OK. Jours. Quelle sorte d'avion, à ce moment-là? 737. Moi, un 737? Je vole juste le 737. Puis pas le Max aussi? Oui, celui qui perd ses portes puis qui... Non, mais c'est drôle que tu me dises ça. Je ris parce que j'ai parlé à des pilotes. J'en connais quelques-uns par Jeff, par d'autres mondes aussi. Puis ils m'ont dit, moi, tout ce qu'on a dit, on s'en fout de ce que le monde dit sur le 737 de l'actualité, puis Boeing, ça les a mis dans le trouble, puis ça les met encore dans le trouble. Puis nous autres, conduire ça, là, c'est une soie. Oh oui, c'est merveilleux. C'est-tu vrai? Le seul défaut du 737, c'est le siège d'en avant. C'est pas compliqué. Airbus a dominé la qualité des sièges en avant. De pilote? Pour les pilotes, c'est la seule chose que je peux dire que le 737... Mais dites-vous, Baptiste, pour que ça change. Ils s'en foutent un peu, hein? René Arthur, eux autres, ils se disent... Il n'y a aucun intérêt à savoir ce que j'en pense. Donc, ma question... La seule chose qu'ils veulent savoir, c'est si on a un problème avec l'avion, où est-ce qu'il est, tout ça. Okay. C'est une question de confort, de comment que moi je me sens assis là. Est-ce que WestJet a des Airbus ou juste des Boeing? Juste des Boeing. Ah, OK. Parce que des compagnies comme ça aussi, Delta, c'est beaucoup des Boeing aussi? C'est mélangé. Delta, OK, mélangé deux, OK. Toutes les grosses compagnies, tous les gros majors, comme Air Canada, c'est mélangé. Transat a mélangé pendant un bout de temps. OK. WestJet, c'est juste Boeing. Tu penses-tu que c'est pour une raison d'efficacité? C'est-à-dire que c'est toujours les ingénieurs réparent les mêmes avions. Y a-t-il une raison de ça pour WestJet, à ton avis? D'après moi, un avion, c'est un coffre-outils. Hein? C'est comme si tu es une police, tu as ton gun, puis tu choisis quel genre de gun ça te prend pour faire quel genre de... Faire ta job, OK. Ben, pour faire la job, un avion est plus précis qu'un autre. T'sais, un 737, c'est pas la machine idéale pour traverser l'Atlantique ou en Asie ou peu importe.
Tu prends le 777, le 787, c'est mieux. Même, tu vas aller chercher le Airbus 350, ça va être encore mieux. Puis si tu as des densités de population épouvantables, ben là, tu grossis, tu t'en vas dans le 380 puis des machines de même. Mais chaque avion est utilisé par rapport à ce qui est idéal pour faire, par rapport à la consommation d'essence, la capacité de traîner du cargo, des passagers, où est-ce que tu vas, c'est un coffre outil. C'est un outil. On dit, je pense que c'est ton père qui me l'avait dit dans un entretien, un podcast sur l'aviation. Je sais pas si tu l'as écouté, ce podcast-là, ton père. Non, mais si un jour tu l'écoutes, peut-être même que tu serais pas d'accord avec certaines de ses affirmations. Mais il me disait, quand l'avion est au sol, quand il touche au sol, c'est la tour de contrôle qui mène. Mais quand il est dans les airs, c'est le boss, c'est le pilote. C'est vrai? 100% vrai ou moitié vrai? Ben, 80. En fait, la tour de contrôle, c'est ton meilleur ami, hein? Ah oui. On travaille ensemble, main dans la main. Sans eux, c'est sûr que ferme toutes les tours de contrôle, puis laisse l'avion dans les airs, on va se rendre, OK? OK, je comprends. Mais c'est plus idéal de savoir où est-ce qu'ils sont les autres, puis c'est un balai aérien. Hein? C'est une synchronisation de milliers de pièces qui bougent, ouais, et des avions qui volent, et le sol, pour pas créer d'embouteillage, pour que le flow se présente bien. Je pense que où est-ce qu'il voulait en venir avec la tour de contrôle, c'est plus le système de dispatch, puis le système de comment que les décisions sont prises. Les décisions sont prises plus de façon conjointe à 100% au sol. OK. Mais une fois que tu es dans les airs, là, c'est là les pilotes ont plus 98% du pouvoir décisionnel. OK. René, toi, tu pars en avion, mettons, tu fais Montréal, tu s'en vas au Costa Rica. Prenons ça, par exemple. Ouais. Tu as un contact, évidemment, au début de la piste. Puis, tu sais, moi, j'écoute sur... Live ATC, des choses comme ça, ouais. Sur YouTube, plein de... Puis, on m'en donne parce que j'en écoute. Puis, j'aime ça à l'intérieur. Là, j'entends le rotate, puis ça me fait ça. Tu sais, j'aime pas le sens... Bon, mais je regarde ça aller, puis je me dis, OK, est-ce que... Quand vous arrivez au bout de la piste, vous décidez rien. Vous dites, OK, t'es libre ou tu demandes... Est-ce que tu demandes, est-ce que c'est libre pour que je parte ou ils te disent, OK... Une autorisation pour décoller, là, tu peux pas... Non, je comprends. Mais c'est-tu toi qui le demandes ou t'attends qu'ils te disent, OK, t'es... Dans les gros aéroports, ils te disent tout quoi faire. OK, tu t'avances là, tu tournes... OK. Puis, mêle-toi tes affaires. Attends qu'on te parle. OK, attends qu'on te parle. On part. Puis quand t'es prêt, puis vous êtes deux pilotes, l'impression qu'on a, c'est que les deux suivent, mais qu'il y en a un qui fait juste les... Mettons, l'impression que j'ai, là, c'est toi qui vas me dire, mais il y en a un qui va faire lever l'avion, qui pilote, puis l'autre fait tout ce qui s'appelle, mettons, les roues, les bébelles autour, c'est ça? En fait, c'est pilote volant, pilote non volant. On alterne. OK. Celui de gauche, celui de droite. Oui. Le commandant, le premier officier, c'est chacun son tour. Fait que tu voles un leg, l'autre vole l'autre leg. Parfait. Et il y a des les SOP, là, les opérations, là, les étapes. Les opérations standards sont faites qu'il y a pas aucune... C'est un balai qui est prédéterminé et c'est pour la sécurité. Fait que peu importe que je vole avec toi aujourd'hui, avec quelqu'un d'autre demain, peu importe, on est sur la même longueur d'onde, étapes on se comprend, sont les mêmes tout le temps. On sait qu'à tel moment, on va faire telle chose de telle façon. Okay. Tout est prédécidé dans un balai qui est... Puis c'est ça, des fois, tu voles avec un plus jeune, quelqu'un qui commence. Oui. Bon, ben là, tu sais, pour partir, mettons, pour partir de la gate, ça va prendre une grosse demi-heure, 40 minutes, tu sais. Juste pour y montrer aussi, lui expliquer. Puis là, t'es avec quelqu'un qui ça fait 10 ans qui fait ça, comme ça, ben là, en 7-8 minutes, t'es prêt à partir. Tu sais, c'est la différence. Puis, dans le fond, celui qui va être le pilote, le premier officier qui va conduire ce leg-là, comme tu dis, de la première... Lui, il fait tout, mettons, rentrer les roues, sortir les roues. C'est ça, j'ai l'impression qu'il y a des bras des deux bords, fait que je me dis... Oui, non, il y a le pilote volant contrôle l'avion. Le pilote non volant exécute ce que l'autre... OK, l'autre, il dit ça. Oui, là, c'est ça. Tu vas dire, c'est ça, puis tu demandes ce que tu veux. Puis 7. Lui, il va faire la même chose dans l'autre. Oui, puis lui, quand ça va être à son tour, il va faire la même chose. Il va dire... OK, t'es prêt? On est... C'est un balai, tu sais, tout est prédécidé. Si tu le, parfait, c'est une séquence sans arrêt. C'est une séquence qui est non négociable. Toi, tu pars, mettons, de Montréal, revenons à notre exemple, tu t'en vas au Costa Rica. Là, t'es en communication avec la tour de contrôle de Montréal. Est-ce qu'après ça, le balai dont tu parles, t'es en communication avec d'autres tours de contrôle tout le long? Tout le long. Tu choisis rien ou c'est eux autres qui te communiquent? C'est ça que j'essaie de voir. Nous autres, ils vont te donner une autre fréquence et puis tu t'appelles automatiquement, ça embarque sur d'autres choses. Tu t'appelles quelqu'un d'autre. Juste pour savoir si tout est correct ou je sais. Non, c'est un suivi justement pour être sûr qu'il n'y ait pas d'embouteillage, que tout le monde s'en va à la bonne place puis qu'on se rende pas dedans là, dans les heures. Parce que c'est un très... C'est un bon point. C'est un très gros ciel, mais il y a beaucoup d'avions.
Il y a beaucoup de Les monde. vois-tu, tout devant toi? Ben oui, on les croise. On les croise 1000 pieds en dessous, 1000 pieds au-dessus, dans d'autres directions. Tu sais, tu vois les gens qui montent les traînées d'avion dans le ciel, puis là, qui voient des complots partout. Écoute, j'ai pas de bouton là, pour faire de la traînée. Là, fais-moi confiance. Mais quand tu les vois, c'est souvent... Parce qu'il y a un point de navigation dans ce coin-là, puis tous les avions qui arrivent de partout se joignent environ à cet endroit-là, puis se croisent. C'est simple comme ça. C'est juste... Est-ce que votre industrie... Depuis la pandémie, c'est pas encore remis à 100%, parce que ça a été un coup dur pour... je t'apprends rien, là, que la pandémie, pour ben des strates de la société, ça a été tough, et entre autres pour le tourisme. Le tourisme, ça a été épouvantable. Mais non, Nous autres, ça a été... Tout le monde a perdu sa job, puis tu sais... Toi, t'étais-tu là-dedans, genre OK, bye? Ou OK, bye en attendant? Ou... Ben, moi, j'ai pris 6 mois volontaires, où est-ce que je suis allé chez moi, puis... Je me suis dit que je ferais la gardienne à la maison, quelque chose de même. Je me suis dit que ça faisait depuis que j'avais à peu près 15 ans, j'avais pas arrêté de travailler. Et puis, tant qu'aller me promener dans les conditions qui avaient été mises en place par le gouvernement pour l'aviation, je trouvais que ça faisait tellement pas de sens. Et... T'avais toujours du chômage, mettons, le temps que t'as arrêté? Oui, il y avait l'espèce de paiement fédéral qui était payé par la compagnie pendant tout... Presque, mais tu sais, c'était pas ma paye, là. Non, je comprends. C'était pas ma paye, pas tout. C'est OK. Et c'était quelque chose pour survivre, puis qui était pas vraiment prévu, tu sais. Okay. Et tranquillement, quand on l'a vu arriver, tu sais, c'est venu, ça a commencé, nous autres, on l'a tout pogné, on a tout continué à travailler, puis il se passe rien, puis là, c'était commencé... L'avion était vide, à un moment donné. C'est ça. Ah ben, les avions étaient... Non, les avions étaient pleins jusqu'à temps qu'ils mettent les prisons pour passagers, que moi j'appelle, là, les hôtels obligatoires pour le retour au pays, pour aller faire La seconde qu'ils ont mis ça, ils ont arrêté l'aviation, mais il n'y a personne qui a arrêté de voyager avant que les folies de même commencent. Puis, tu sais, j'adore répéter ça, parce que dans un avion standard, l'air que tu respires dure moins de 3 minutes, tu vas changer l'air de l'avion au complet. Au grand complet de l'avion, c'est de l'air. Jamais qu'il y ait une maison qui est de même, là. Jamais qu'il y ait une maison qui est de même. C'est fou, là. Jamais qu'il y ait un hôpital qui est de même. Jamais qu'il y a rien qui était plus sûr que les avions. Le problème, c'était la sécurité, les dépôts des bagages, bon, tout ça, OK? Et puis, c'est ça. T'as-tu eu peur que ça... Tu sais, dans l'incertitude que tu ne retrouves pas ta job? Non. Oh non. On savait que ça allait reprendre. Vous étiez en contact, on savait que c'était une question. Le monde n'a pas arrêté d'aimer voyager. Non, on trouvait ça gossant, là. Au contraire, là, c'est que quand ça repartit... Là, ça reprend fou, là. Là, on est dans une diminution. Là. Tu vois que ça slack pas mal. Là. Je pense qu'il y a un ralentissement équinomique qui se fait sentir... T'es-tu allé à l'épicerie récemment? Oui, c'est ça. Non, mais c'est l'ensemble de l'œuvre, là, c'est ça. Il y a eu... Je crois que ça a pris presque jusqu'en 2023-2024 pour même pas encore retourner où est-ce qu'on était en 2019, mettons. OK. Parce que là, il n'y a plus personne qui veut travailler. C'est dur de trouver du monde, d'avoir du fioul, d'avoir... Là, tout le monde fait la grève, tout le monde veut une augmentation de salaire, tout le monde... On le voit partout, dans tout. Tout le monde veut sa part du gâteau. Puis tu sais, l'exemple du gouvernement, ça nous aide pas, parce que le gouvernement qui donne 34 19 22 24 Connais-tu bien du monde qui a eu 24 d'augmentation, là? Ben, j'en connais un, là. Tu salueras de ma part. Je vais te passer le miroir pour te dire bonjour. Non, mais en réalité, c'est pas tout le monde. T'es d'accord? C'est ça, mais tu sais, toutes les compagnies, tout le monde négocie, tout le monde a fait du piquetage, tout le monde est là. Donc, oui. Ça je crois que tout ça, ça a contribué à l'inflation, ça a contribué à tout ça, puis l'aviation, on a fait... OK, je te pose une question, puis en même temps, tu sais pas d'être plus fort que la patente, mais tu as connu d'autres sortes de jobs, tu as connu quelque chose qui est supposé être un peu stressant quand tu dois livrer à la radio, puis presser une nouvelle sort, puis tout ça. Même si t'es à recherche, tu cours... C'est arrivé de courir un peu d'un étage à l'autre, d'une place, courir, puis le téléphone, l'autre répond pas, faut qu'il me réponde, je rentre en onde dans 1 minute. Ça, c'est la radio que tu as connue. Donc, ça peut être par moments stressant, ça ne l'est pas toujours. Est-ce que pilote d'avion, c'est une job stressante? C'est bien pire la radio. Pourquoi? Parce que en aviation, tout est prévu. Tout va au quart de tour? Au quart de tour. Les urgences, on va 2 fois par année pratiquer des dizaines d'urgences différentes. Les urgences arrivent presque jamais. Et ça, c'est un atterrissage d'urgence. Un retour. Là, pour OK, je comprends. Oui, OK. Par contre, je te dis, là, un vol parfait, tu m'as demandé tantôt, il se passe rien.
Il s'est rien passé. Ça, c'est un vol parfait. OK. Tu sais, mon café n'a pas débordé sur mes culottes. J'ai pas taché pas de ma turbulence. chemise, pas de turbulence, pas d'urgence, pas de problème, pas de passager qui OK. chiale. Mais sur 10 vols, parce qu'on va mettre ça sur 10, c'est plus facile. T'en as combien qui se passe rien de spécial? 9,5. C'est incroyable, pareil. Ah oui, c'est ça. Quand on dit que c'est sécure, là, prendre l'avion, Puis 80% du temps, c'est quelqu'un qui est trop sous pour embarquer dans l'avion qu'il faut jeter dehors. c'est des niaiseries de même. Ouais, là? c'est des niaiseries de même. C'est tellement sécuritaire, organisé au quart de tour, pensé, repensé. Puis les avions sont inspectés comme ça se peut pas. La maintenance des avions de ligne des compagnies sérieuses est irréprochable. Tu parles de Boeing, tout ça, mais nous autres, tu sais, Air Canada, Oui, tu sais, Transat... c'est ta tu sais, réputation. Ben. Regarde, c'est fait de façon extrêmement professionnelle, puis il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, puis il y a... T'as que toi, dans le fond, la peur de l'avion, tout ça, pour ceux qui disent ça peut tomber, c'est toujours impressionnant quand il y a un accident d'avion, mais il n'y a pas au nombre de vols, ça n'a pas de sens. OK. Ça, c'est la plus belle perspective que je peux te mettre pour ça, c'est que tu prends un avion, et puis là, bon, ça brasse un peu. Bon, tu renverses ton café sur tes genoux, ton gin, le passager en arrière en première classe, son gin a tombé à terre, les assiettes brassent, mais tu sais, il faut que tu prennes en considération que l'avion dans lequel tu es, dans les années 50, quand ils vendaient une version... Quand Boeing vendait une version du Boeing 707 ou 717, je ne suis pas sûr lequel des deux, c'est sur YouTube, allez voir. Ils ont fait un barrel roll. Ils ont pris un avion de ligne puis ils l'ont tourné à l'envers. Donc, quand ça brasse un petit peu, puis ça monte un peu, puis ça descend un peu, puis que tout le monde... Oh! Ah! Bon, non. C'est une méconception puis ne pas savoir quel point un avion de ligne est sécuritaire. Là, ça fait 10-12 ans que tu es là, que tu disais? Oui. OK, donc tu as en bon québécois, tu as de la seniorité. Quand tu dis que ça a de l'importance, ça fait que peur de ne plus travailler, Non. si ta santé t'es correct, êtes-vous checké, pas pire? Oui, j'ai un médical par année, j'ai Okay. le doc, Okay. il cogne un peu partout. C'est surtout, c'est beaucoup un examen psychologique. Il jase avec toi, tu sais. Ça paraît pas, puis c'est un non-dit, mais pendant un certain temps, il jase avec toi, puis tout ça. C'est sûr, il check, le cœur. Ah non, je comprends tout ça à la base. Ouais, là. ça, Le c'est sang, ça, les urines, toute la patente. Ouais, mais ça. après ça, il y a du... Oui, on jase. Je passe au moins un bon 20 minutes à jaser avec le doc à chaque année. Puis il dit, ben ça l'aurait bien allé, c'est correct. Mais est-ce que c'est dur sur le body être un pilote d'avion? On le voit pas, nous autres, t'es attaché. Ça a l'air le fun, hein? Tu sais, c'est la job. Tu vois, moi je m'inflige quelque chose parce que j'habite Québec. Je suis basé à Toronto, j'habite Québec. Ça serait plus simple de vivre autour de Toronto? Ben oui. Je travaillerais moins. J'aurais pas besoin de... Là, tous les matins, quand je pars travailler, je prends l'avion, je me rajoute un vol de plus au début puis à la fin pour commuter, qu'on appelle commuter à Toronto, pour aller travailler. Parce que tu restes dans la région de Québec. Je décide de rester à Québec OK. pour des raisons familiales. Ouais. Bah, c'est une bonne raison. Bon, oui, est-ce que ça te donne un équilibre, à ton avis? Ça me donne un équilibre extraordinaire qui est par rapport à la famille. Par contre, ça fait que je suis parti un peu plus que les autres. Tu sais, que quelqu'un qui habite Toronto, il part un peu moins que moi. Je comprends. Mais est-ce que là, tu as des enfants? Ben oui, je les trouve. Est-ce que pour toi, c'est important d'être là? Fait que tu essaies d'être là. S'ils jouent au hockey, au baseball, sont-ils sportifs un peu? Tu vois, oui, c'est essentiel dans ma maison, le sport. OK. Ma fille joue au baseball, elle commence le volleyball, elle commence la boxe, elle fait du ski. Ben Mon voyons. gars joue 3A. Ben là, il est dans le camp du 3A, puis oui, 3A au hockey. Il a joué l'année passée à Ça, Tombe c'est le 2A. fun, hein? Après ça, il joue au baseball. Il joue dans l'élite au baseball. Mon dernier joue au baseball puis au hockey. Toi, c'est pas un supplice d'aller les suivre là, puis de les amener là. Uber Kids, c'est bien le fun. C'est sûr que ton samedi est hypothéqué pas un peu. Par contre, moi, pour avoir fait du baseball d'assez haut niveau, je trouve que c'est la chose la plus importante pour des enfants, c'est que tu les amènes au sport, puis tu essaies de les rentrer dans le sport, puis de les garder là le plus longtemps possible, parce que moi, toutes les niaiseries que j'ai faites, c'est une fois que j'ai eu sorti du sport. OK. Ben, hey, 2 secondes, parle-moi un peu du baseball. Tu es assez... j'avais entendu ça, puis je veux en savoir plus. Tu as joué au baseball jusqu'à quoi, toi, mettons? Ben, j'ai joué mes 4 ans junior. J'ai joué. Pour qui? Pour, mettons, comme les Alouettes de Charlebourg, des affaires la même? J'ai mon année junior majeure que j'aurais voulu, que j'aurais aimé jouer, c'est l'année qu'ils ont pris les Patriotes de Sainte-Foy, les ambassadeurs de Lévis, ils ont créé les Diamants de Québec. OK. Et quand je suis arrivé, je suis allé au camp, j'ai fait le camp, puis ils ont dit, je sais pas comment on va faire pour se passer de toi à partir de maintenant, mais ça va arriver. Ça sera pas un problème. Puis j'ai un peu bifurqué, puis j'ai joué junior 2A pour le reste de ma carrière junior. J'ai eu la chance... Quelle position t'étais, René?
Ah, ben, j'ai lancé un peu, joué au troisième but, champ droit. J'ai fait le tour un peu, catché un peu. Tant que t'es pas gang dans le champ gauche. Et puis, non, c'est ça, tant que t'es pas gang. Mais tu sais, rendu à ce niveau-là, les balles, ça revient du champ, tu sais. Ouais. J'ai eu la chance de jouer pour une équipe canadienne qui est allée jouer à Cuba. Midget, pour le premier groupe de gens qui sont allés à Cuba, pour les relations Canado-Cuba, qui ont mené par la suite un peu tous les voyages à Cuba qu'on a présentement. Oui. Ça a commencé par le baseball. Puis ça a été un groupe canadien qui a été sélectionné, puis on est allé, puis on a joué plusieurs games contre les Cubains qu'on n'a pas gagné une. Les autres ils l'ont tellement. Des machines. Mais tu sais, t'arrives là, puis tu vois des balles à 90 000 à l'heure, puis tu n'as jamais vu ça ici à Québec. Tu joues à Québec, midget, whatever. Ah oui. Il y en a un dans la ligue qui lançait à 89, tu sais. Dans le temps, maintenant, ça a augmenté beaucoup, là, tu sais. Tu vas aux Alouettes, et puis tu vas au Diamant, puis il y a des gars qui maintenant frôlent au-dessus de 90 000 à l'heure. C'est très impressionnant. Dans mon temps, c'était très, très rare. OK. Je reviens sur la compagnie WestJet que tu aimes bien, puis de toute évidence, ça te sert bien. Est-ce que eux, tu as l'impression que si tu étais basé à Toronto, eux, et non toi, ils seraient plus contents? Oh non. Non, OK. Non. Quand tu dis qu'ils sont corrects puis ils sont ouverts, c'est parfait. Ça marche pas comme ça. Moi, je reçois un horaire. Toutes les 21 du mois, je reçois un horaire. Faut que tu sois là quand c'est le temps, c'est puis, ça? Mon heure de départ, c'est j'opère un vol à 8 heures. C'est écrit Showtime 8 heures à Gate 31 à Toronto. Puis que j'habite en Italie, que j'habite, tu sais, il faut choisir. Attends un peu. Il faut choisir résident canadien. Ben oui. C'est le critère numéro 1 pour pouvoir. Et puis, tant que tu te présentes à l'heure que tu es supposé d'être là. OK. Moi, j'ai entendu toutes sortes d'affaires sur les pilotes, puis la condition des pilotes, puis la surveillance des pilotes. Je veux juste savoir, est-ce qu'il existe un organisme? Est-ce que c'est la compagnie qui fait ça? Pour s'assurer que René Arthur, qui embarque dans l'avion, il n'a pas pris un verre depuis 24 heures. C'est strict, là. T'as même pas dit Non, je sais que c'est strict. Mais c'est-tu des fois vérifié? Absolument. Ils peuvent random dire, regarde. Oh, oui. Ils peuvent random. Premièrement, aussitôt qu'il t'arrive le moindre accro. T'es mieux de le dire, dans le fond, je comprends bien. Non, pas accro, je veux dire, si t'es pas en mesure pour des raisons X, Y, Z, pour une. De pas y aller. Tu dis, je peux pas piloter. Non, je suis pas en état, j'y vais pas. Non, ça, c'est clair. OK, parfait. Prends pas de chance parce que ça peut arriver que ça te coûte ta job. Absolument. Il n'y a aucune raison pourquoi tu vas te ramasser dans un avion, aux commandes d'un avion, puis que t'es pas en pleine pleine capacité de tes moyens. C'est impardonnable. Premièrement, tu vas passer une solide mauvaise journée. Une solide mauvaise, tu sais. Et puis, tu vas te ramasser. Tu vas vivre la misère pour une journée. Il n'y a aucune raison. La veille d'un vol, tu te couches de bonne heure, tu fais ton beau dodo, tu ne prends pas d'alcool la veille, tu prends un bon souper. Tu prépares ton sac, tu prépares tes choses, tu te rases. Ça fait partie du balai pareil, hein? Bon, ouais, non, quand tu dis la séquence, hein? C'est ça. Ça commence la veille, c'est sérieux. Et puis, côté l'alcool, consommation, tout ça, c'est très, très strict. Très, 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 très strict. Puis il faut que ça soit comme ça parce que... T'as le goût de respecter ça, j'imagine? Ah, absolument. Je n'ai pas besoin de... Tu sais, j'en mets d'occasion dans le reste du mois pour prendre un verre de vin avec mes chums, mes affaires, tout ça. T'es pas mal pris. Ben non, j'ai pas besoin de prendre un coup la veille d'aller travailler. Parle-moi de ce qu'on voit de plus en plus, à moins que tu me dises que c'est juste dans les films, puis dans la réalité, c'est pas vrai. Il y a de plus en plus de femmes pilotes. Ah ben oui. Est-ce que chez WestJet, il y en a aussi? Il y en a partout, ben oui. Aimes-tu ça? Non, mais elles sont bonnes. L'important, c'est juste ça. Elles sont excellentes. Parce que des fois, on dit que les femmes sont plus attentives, même dans leurs études, sont plus organisées, puis tu comprends ce que je veux dire? Ils sont très organisés, ils sont très stricts. C'est très by the book. Hein? Okay. Les gars, on a tendance à on appelle ça le SOP drift. Là. Tu pars un peu, puis tu tournes un petit coin. Okay. Non, eux autres, les filles, c'est souvent... Quand tu arrives en bout de piste, eux autres, ils tournent pas, puis ils partent. Ils doivent arrêter, hein, j'imagine. Ils arrêtent complètement. OK, je comprends. Un peu plus... très disciplinés. OK. Mais c'est pas un défaut? Non. C'est sécurité, ils sont A1, puis aussi, ils ont souffert assez... Il y en a beaucoup qui ont souffert d'être des filles. Ils ne rentraient pas, dans le fond, c'est ça. C'est ça. Ils ont souffert d'être des filles dans le domaine, et puis ils se sont fait écœurer par des gars qui étaient des imbéciles. Et puis maintenant, tout est... OK, organisé. Puis est-ce que tu aimes ça, toi? Ça t'arrive de voler avec des femmes? Absolument. C'est agréable aussi, là, c'est ça. Très, très, ça fait d'autres sujets de conversation. Exactement. Faut que tu fasses plus attention à ce que tu dis. Mais faut que tu sois un peu plus... Les niaiseries, tu sais. Non, c'est ça, je comprends très bien. Discussion parce que veux pas, tu passes 4 jours avec un gars, puis souvent on se connaît, tu sais. Ben, t'as-tu des chums là-dedans? Ben absolument. Puis tu sais, tu jases, puis souvent tu dis, hey, tu sais, tu deviens proche, puis tu te racontes tes histoires de famille, de ci, la bonne femme, n'importe quoi. Ouais. Tu sais, quand tu arrives avec. Des fois, quand c'est la première fois que tu rencontres une fille qui pilote d'avion, tu dis, tu sais pas trop. Ouais.
La discussion est plus basée sur la C'est job. premier niveau, c'est ça. On va y aller c'est ça, tranquillement, pas vite. OK. Tu gardes ça simple. Est-ce que tu dirais, René, que ton tempérament, ta personnalité à toi t'ont aidé là-dedans? Tu as peut-être un petit côté hyperactif un petit peu? Oh, total. Oh, oui. Moi, je saute partout. Je vais toujours. Faut qu'il se passe de quoi? Faut toujours, c'est ça. Je peux pas rester en place. Je démonte des véhicules, je remonte des véhicules. OK, chez vous, t'es dans le garage, là, souvent. Oui, moi, je pense... oui, mais c'est ça. J'ai 4 autos dans le cours que je construis, déconstruis. J'en ai un 77 que je mets en pièces. Puis c'est la 4e fois que je le défais pour le refaire, parce que j'ai pas aimé. Un gars de moteur, dans le fond, c'est ça? Ben, les moteurs, Premièrement, j'ai jamais eu un paiement de char de ma vie. Toutes les autos que j'ai, c'est des plus vieilles autos. Je pense tellement à ton père, excuse-moi, avec son gros camion. Je l'ai, son truck, tu sais. Et tu l'as encore? Oui, je l'ai, le truck. Il y a combien d'années, ça, Christy? C'est un Ford, hein? 2000 Ford Excursion 2002 de 700 000 kilos. Aïe, aïe, ça se peut, ça. Ah ben, il marche comme un œuf, là. J'ai mis un peu il l'avait laissé aller un petit peu, mais je t'en ai C'était pas diesel, cette affaire-là? Oui, c'était un moteur d'autobus qu'il y avait dedans. On comprend pourquoi. Et puis, non, tu sais, c'est ça. Moi, je trouve que... Pourquoi tu le gardes? Y a-tu un côté lien avec ton père? Ben, c'est sûr qu'il y a un côté... puis il en a tellement pris soin, il l'a tellement eu longtemps. Par contre, c'est une minivan tout-terrain. Tu sais, c'est une minivan qui est un char d'assaut. Il y a de l'espace là-dedans. C'est ça, 2 poches de hockey, on embarque ça. Les flots peuvent se changer dans le char entre la game de hockey, la pratique de baseball. On s'en va à l'autre place. Tout le monde a de la place, des lazy boys là-dedans partout. Puis c'est parfait. Pour une jeune famille. Oui, mais je veux dire, René, t'as dû mettre 2-3 piastres dedans, pareil. Là. Ben, il a fallu, parce que, tu sais, c'est ça. Il est arrivé peut-être pas dans les meilleures conditions là, à la fin. À un moment donné, il avait décidé qu'il voulait le changer. Puis, quand Lexus, il voulait acheter une Lexus à la fin. Puis, dans les dernières années, puis on avait magasiné ça. Puis, ils ont offert 2000 piastres, je pense, sur son truck. Il est sorti en crissant, puis il a dit, c'est fait. Non, je le garde. Ah oui, c'est ça. Ouais, oui. Il aurait aimé ça avoir un peu plus, dans le fond, oui, je comprends. C'est sûr. Mais en même temps, il y a quoi? Il y a 30 ans, là? Ce véhicule-là, 2002? Non, il y a une vingtaine d'années. 20 ans. OK, 20, OK. 22 ans. Revenons à l'aviation un petit peu. On reste un peu là-dedans. Est-ce que le milieu de l'aviation, c'est un milieu qui maraude? Est-ce que tu peux avoir... Est-ce que, mettons, les compagnies, je sais pas, Air Canada, Air Transat, Sunwing, essayent d'avoir des pilotes? Est-ce que ça cogne à la porte des fois, ça sonne? Comment ça marche? Ben, tu vois, j'ai eu une offre d'emploi il n'y a pas longtemps qui m'est arrivée sortie pour retourner dans la plus petite aviation d'une job que j'avais appliqué il y a 10 ans. OK. Donc, tu sais, j'avais envoyé... Ils ont trouvé ta feuille en dessous de la machine à café? Je sais pas où est-ce qu'elle était. Ou s'ils ont fini la pile. Je suis le dernier en dessous, ils ont fini la pile. Je suis tout ce qui restait. Pauvre petit, on va l'appeler. Ouais, c'est ça. Puis, mais non, il y a pas... Je pense pas qu'il y a beaucoup... de maraudage parce que c'est une job où est-ce que c'est beaucoup... ils te font savoir à quelque part que t'es privilégié d'être là. Hein. On s'occupe de toi? Moi, okay. T'es là, ils s'occupent très bien de toi. Par contre, ils te font clairement savoir qu'ils sont pas obligés. Là. Il y en a un autre qui attend. C'est-tu vrai, ça? C'est pas... Ben, c'est de moins en moins vrai. Ouais, hein? Mais ils te font savoir que ils n'ont pas besoin de toi. Jamais ils vont courir après toi, vraiment. Mettons que tu avais, chez les pilotes, en général, là, sur quoi tu penses que les pilotes vont baser leur appréciation d'une entreprise aérienne? Est-ce que c'est les gestionnaires qui l'amènent, la flotte, la réputation? Peut-être c'est moins important, la flotte, parce que tout le monde a des avions qui ont de l'allure, j'imagine? Ben, c'est pas... Moi, les deux choses. Qualité de vie paye. OK. Vas-y, la vraie vie, là, c'est ça. La vraie vie, tu sais, c'est... Combien de temps j'ai ce qui me permet d'avoir la vie que je veux? C'est ça. Combien de temps, puis quand est-ce? Tu sais, combien tu me payes, puis combien de temps faut que je te donne? OK. C'est quoi le deal, là? On va travailler avec ça. C'est ça. C'est clairement ça qui va te faire décider où est-ce que tu vas aller. Je suis persuadé, René, qu'il y a des gens qui nous entendent aujourd'hui qui sont un peu surpris parce que, dans le fond, j'allais dire Wardair, mais c'est une vieille compagnie. Hey, c'était extraordinaire. Ça va être du rose beef au 747 à Québec avec du rose beef coupé. Bonne chance. Je suis content de savoir que tu t'en rappelles. Mais, WestJet, donc, c'est une compagnie qu'on connaît moins. C'est vrai qu'elle est un peu plus à Québec, là, est partie, puis comme d'autres compagnies qui se sont essayées, mais dans ce cas-ci, mais l'Ouest canadien, vous êtes assez dominant, là? Complètement. OK. Oui. Ouais. C'est Toronto. Le hub, il est où? Il est à Calgary. Calgary, ben Calgary, oui. c'est le centre du monde. Selon eux, c'est le centre du monde. C'est quoi le plus gros avion de WestJet? 787. Ah, ils ont vraiment gros de même, OK. Ouais. Ils vont s'en en Asie, les autres, pour l'Ouest, non? Eh, mon Dieu, les routes du 787, je les connais pas. Mais ça peut pas être l'Italie. OK, Rome, mettons. OK. Amsterdam, l'Italie. OK. Non, mais toi, tu fais plus national ou...
Je fais beaucoup Le Sud? Le Sud, ben, comme je te dis, moi, ma destination idéale, l'hiver, c'est le Costa Rica. OK. Pourquoi donc déjà? T'es-tu déjà allé? Non, je peux aller. Faut que j'y aille, OK. Vas-y, tu vas comprendre. C'est extraordinaire. Tu sais, c'est hippie un peu. Les plages sont extraordinaires. C'est l'océan Pacifique. OK, l'eau est chaude, c'est beau. Tu peux en profiter quand tu y vas, c'est ça que je comprends, là. Oui, mais la chose qu'il faut que tu retiennes du Costa Rica, c'est le seul endroit où est-ce que ça fait au-dessus de 200 fois que je vais et tu peux manger n'importe quoi dans la rue et t'es jamais malade. Dans la rue, donc ce que le monde mange. La bouffe de rue, un burger, n'importe quoi, n'importe où tu fais. C'est clean tout le temps. C'est clean, le monde sont gentils. Ça doit être bon en plus. C'est délicieux, il n'y a pas de crime, il y a des steaks. Tu peux manger un ribeye de 20 onces ou bien manger des tacos sur le bord de la plage aux crevettes. Tout, ben moi, je voyage par la bouffe, là. C'est plus fréquent. C'est ton plaisir, ben oui. Ben oui, moi, manger, c'est le fun. Manger, ben... Et donc, la température est parfaite. Mais est-ce que tu fais du Punta Cana de la République aussi, ça fait la même? C'est des... tu vois, le Punta Cana de la République puis tout ça, c'est des destinations qui sont beaucoup plus chez nous pour les gens qui habitent Toronto, qui vont faire une journée à la fois. OK. Tu sais, moi, je fais des groupements de 3, 4, 5 jours pour faire l'aller-retour Québec. Beaucoup l'Amérique du Sud, dans ton cas? Ben, Los Angeles, les États-unis, Las Vegas, beaucoup Phoenix. C'est sûr que pour toutes ces belles destinations-là, je vais faire 3-4 Saskatoon. Là. OK, mais tu sais, c'est... Ah, mais ça, c'est pas... Ça fait partie de la game. C'est comme ça. Donc, tu choisis pas. Je peux demander... Dans mon bid, à tous les mois, je joue à la loterie avec mon horaire. Mais comment... parle-moi-en de l'horaire. Est-ce que tu mets ton nom avec ce que tu aimerais faire, puis ça sort en... Bang, c'est ça ton mois? Comment ça marche? 16 choix. Le premier choix vaut 1000, le dernier choix vaut 1 point. Tu bides ce que tu veux, les journées que tu as besoin, les journées que tu veux travailler. Plus t'es vieux dans la compagnie, plus tu as de points, ou ça marche pas? C'est égal pour tout le monde. Ça, c'est la grosse différence qu'on a avec Air Canada. OK. Et puis, que tu sois... Ils appellent ça « socialized bidding ». Ça veut dire que tu bides... Mais tout le monde est égal. Si c'est important pour toi... Exemple, si la fête de ton jeune, c'est le 12 juin, tu bides 12 juin à la première ligne, les chances que tu l'aies sont presque sûres. Donc, tu vas être à la maison pour la fête de ton jeune. OK. Tournoi de hockey, même chose. Plus ton premier choix, il risque d'arriver... Vas-y avec tes priorités en partant. C'est ça. Tu mets ce que tu veux, et puis tu peux dire ce que tu veux pas. Tu peux dire ce que tu veux. Puis c'est ça, ça descend les points. Puis la seniorité, elle t'aide où dans l'horaire 0? Changer de siège, tomber commandant. Après ça t'aide pour... je sais pas. Ben non, prends-le pour tes conditions. Là, je comprends tes conditions générales. Les vacances, la paye. OK. Plus tu avances, plus tu es payé, dans le fond, plus tu as d'années d'expérience. OK. Ça n'a rien à... Mettons, t'aurais pu rentrer dans une compagnie aérienne avec 50 000 heures de vol, un chiffre qui n'a pas de bon sens, là. Ouais. Et puis, tu vas commencer quand même à 35 000 par année. OK. Ben, je te pose une question un peu niaiseuse, mais ça me tente. T'es un pilote qui a, mettons, 25 ans d'expérience chez WestJet, mais fouille-moi pourquoi tu veux juste faire des petits vols. Ouais. Tu vas faire des petits vols, tu vas être payé comme un gars de 25 ans ou comme un gars de petits vols? 25 ans. OK, donc tu peux être très bien payé pour faire des affaires petites parce que toi, tu veux pas faire des longs vols. La compagnie ne t'imposera pas. Non, c'est ce que j'essaie de faire d'ailleurs, c'est ça que je te dis. Quand tu vises ça, toi, t'en allais vers ça? Des pas trop longs vols? Moi, je fais du 737. J'ai pas l'intention d'aller sur un autre avion. Ce que j'essaie de faire, c'est des vols de 4-5 heures. J'essaie de rentabiliser mes journées. Pas trop long, je comprends ton affaire. Parce que veux pas, tu vas travailler... Pour tout le monde, c'est ça. C'est un nombre d'heures par mois. Je travaille 77,5 heures par mois. Peu importe quoi. Okay. Les vacances diminuent ça, etc., etc. Bon. Oui. Et donc, si je fais 10 heures dans une journée, je peux travailler 7 jours, 7-8 jours, je vais faire mon mois. Mais si je fais des journées de 4 heures, je vais travailler mes maximum de 16 jours, puis je vais travailler tout le mois. Un gars tombe malade, est-ce qu'ils ont des backups prévus ou ils vont appeler René Arthur? René, peux-tu m'en faire un demain? Non, il y a de la réserve. OK, fait que tu ne seras pas appelé vraiment, là. Quand tu es junior, tu es en réserve. Automatiquement, je comprends. Quand tu as commencé, toi, tu as remplacé d'autres. Tu n'as pas eu le choix. Chez WestJet, il n'y a jamais eu de réserve avant il n'y a pas longtemps, donc j'ai jamais fait de réserve. Mais là, il y en a. Là, il y en a, puis c'est quelque chose que personne ne veut, que je ne souhaite pas à personne. OK. Dis-moi, je veux parler de l'actualité un petit peu. Est-ce que tu es surpris des déboires de Boeing? Parce qu'ils ont perdu en valeur des milliards à cause de l'histoire des 737 MAX. Puis, dans le fond, comme expliquait le patron, c'est pas tellement que c'est si dangereux. Au contraire, les avions sont prouvés être très fiables. C'est la confiance du public. C'est ça qui leur fait mal. Il y a des gens qui ont dit « Ah non, là. » Puis il y a des gens qui débarquent l'avion quand ils apprennent que c'est un 737 MAX. Mais tous vont probablement me dire, René, comme bien d'autres pilotes à qui j'ai parlé, c'est des avions fantastiques. C'est des avions fantastiques. Par contre, il y a un documentaire extraordinaire sur Netflix qui parle des déboires de Boeing
Et il y en a un autre sur Prime, si je me trompe pas, qui sont 2 documentaires qui racontent l'histoire de Boeing, qui est un peu triste. Boeing, dans l'histoire du monde, a été une société d'ingénierie qui est... J'ai de la misère, j'ai perdu le fil de parler de la Proche du micro. Non, ça va bien. Et puis, ce qui arrive, c'est que Boeing est devenu une société d'investissement, alors qu'avant, il était une société d'ingénierie qui était militaire, dont le seul but, c'était de créer des avions extraordinaires, des trucs militaires extraordinaires, d'avancer la technologie. Ils sont là-dedans dans le militaire, c'est sûr. Ils ont commencé là, dans le fond. L'aviation, c'est une pinotte, là. Tu sais, ils vendent des milliers d'avions, mais c'est une pinotte comparé à ce que le militaire... Y a-tu de l'argent dans le militaire? Ben oui, c'est dans ça. Le spatial? Regarde, c'est épouvantable. Non, c'est vrai que c'est deux. Donc, quand Boeing est devenu une société d'investissement, ils ont voulu faire monter l'action. Puis si tu regardes, mettons, sur 10 ans, le titre de Boeing, à un moment donné, wow, il part! Oui. Il part, il était 160 pièces, 150 pièces, à peu près où il est là aujourd'hui. Puis d'un coup sec, il monte comme une flèche à 400 pièces. C'est là que tout a commencé à s'écrouler parce qu'ils ont puis là, ils ont décidé de sortir des nouveaux avions, de sortir le MAX, de tout ça. Et là, ils sont arrivés, puis il y a des gens qui surveillent la qualité qui ont dit « Hey, t'as un problème, là. C'est pas parfait ici. C'est très bien, mais c'est pas parfait. » Ils ont dit « Toi, t'es dehors. Tu travailles plus ici. » Tu remets en question notre affaire, genre. Ouais, c'est ça. Non, on n'aime pas ça. Tu vas nous causer des délais, tu vas nous causer des problèmes, donc toi, t'es parti. T'es gossant. OK, bye. Puis ça, je prends ça du documentaire qui est parfait. Avec des whistleblowers, là, des gens qui racontent puis qui ont été là. C'est extraordinaire. Il faut absolument voir ça. C'est des gens qui ont été proches. Oui, ben, il y a des employés de Boeing qui ont été mis à la porte qui racontent leur histoire pourquoi ils ont été mis à la porte. Ça explique un peu, c'est ça que tu me dis? Ils ont un petit peu levé la tête sur certaines affaires volontairement, dans le fond. Ben oui, ils voulaient faire de l'argent. C'est comme... tu regardes le 737 MAX. Un avion extraordinaire qui ont remis la technologie, tout ça. On a eu les problèmes du MCAS qui étaient dramatiques parce qu'ils sont arrivés dans des endroits où est-ce que, bon, je sais pas comment appeler ça, des bougalous qui chauffaient. Et c'était malheureusement, ces pilotes-là manquaient peut-être un peu de... C'est pas une bière au verre, là. Non, bon, écoute, prends de la bière, pas trop, il y a rien qui voyait le bonheur. Et puis... Non, mais tu sais, puis... C'est arrivé, ces incidents-là, dans l'Amérique du Nord avec les 737, mais il n'y a rien arrivé. Tu comprends? Les pilotes nord-américains ont su voir c'était quoi le problème, réagir de la bonne façon, ramener l'avion au sol, dire hey, il y a un problème, Boeing était au courant, puis c'est pour ça que là... Mais tu sais, de valeur, parce que ce petit relâchement-là leur coûte cher en tabarouette. C'est ça. Puis juste pour finir mon idée par rapport au 737 MAX, c'est que le plafond en haut est resté comme dans les années 70. Parce que Southwest dicte tout sur le 737. C'est le gros acheteur? C'est le gros acheteur. Okay. Il y en a des centaines et des centaines. Okay. Puis il y en achète. Ils veulent ça, on veut ça, on veut ça comme ça parce que ça va simplifier l'entraînement des pilotes, ça va sauver de l'argent. Donc, on est resté... on a amené le Boeing 737 MAX dans le futur, mais on l'a gardé un petit peu dans les années 70 quand même. Le mélange des deux n'est pas parfait, là. Puis peut-être que c'est dans le Lost in Translation un peu là, que ça s'est passé que aussi les problèmes de sécurité du MAX sont arrivés. OK, je vais abuser ta présence sur quelques questions de curiosité. Premièrement, moi, j'entends dire qu'il y a des drones de plus en plus. Un pilote d'avion, faut-il qu'il ait peur des drones? Ben, je veux pas en frapper un, ça c'est sûr. Non, mais les vois-tu, les voyez-vous, les savez-vous? Est-ce qu'il y a des radars qui vous le disent? Pour vrai, non. Je les vois pas. Vous êtes trop haut ou quoi? C'est quoi? Ben, tu sais, autour des aéroports, toute la section autour de l'aéroport. Donc, départ et arrivée, tu veux dire? C'est surveillé? C'est très réglementé, très gros. Je vais t'avouer que j'aurais plus peur de voir un drone arriver dans ma face si j'opérais dans un aéroport comme Saint-Georges-de-Beauce ou Neuville. Où c'est moins... Où est-ce qu'il n'y a pas que l'aéroport de Québec ou Montréal, où est-ce que la sécurité, le périmètre, etc. Qui ont des fauconniers. Les fauconniers qui travaillent sur les aéroports. Pour les oiseaux, ça? Des faucons, avec leur fauconnier, qui est leur maître... Mais c'est vrai, ça? Ben, ces fauconniers-là sont extraordinaires. Les faucons sont entraînés et ils chassent toutes les bébites autour de l'aéroport. Ben voyons donc. Moi, je pensais qu'il y avait des bruits pour apeurer les oiseaux. Non, c'est un faucon qui, lui, ça m'est arrivé souvent. Tu taxis pour départ. Ouais. Tu le vois, il vole à côté de toi et c'est le faucon puis il s'en va. Mais quand lui, tu le vois, tu sais qu'il n'y a pas un autre bébite autour. Zéro. Il n'y a rien. OK, il ramasse tout, lui. Oh, il ramasse tout. Puis il y en a beaucoup qui sont entraînés pour ramasser les drones. Oh, OK.
OK, on va plus loin. On va dire, non, s'ils sont pas trop gros, les drones, j'imagine, mais ils peuvent les prendre, les agripper puis les tasser. Mais moi, je l'ai jamais vu. Il y en a sûrement qui l'ont vu. Il y a eu des contacts. Là. Il y a eu 2-3 avions qui en ont frappé des drones. Puis je sais pas c'est où. C'est très vague dans ma tête. Je sais que c'est déjà arrivé. René, quand on voit une vidéo sur YouTube, qu'ils disent, vous allez voir, il y a une volée d'avions, puis là, tu vois le feu dans le moteur. C'est-tu vrai, ça? Oui. OK. C'est quelle sorte d'oiseau qui va faire ça? Si on prend l'exemple... Pas un pigeon? Non. Si on prend l'exemple du... Hudson Miracle, le cactus là, avec Sully. La rivière, oui, Sully, je l'ai vu le film. Celui qui l'a... Avec Tom Hanks. Oui, c'est un bon pilote. Quand Tom Hanks... écoute, tu te demandes pourquoi rien marche. Écoute, Apollo 13, Tom Hanks. Ça va pas bien. Forrest Gump. C'est Forrest Gump qui conduisait. Non, blague à part, oui. C'est que une fois que le moteur... Veux pas, il y a des pieds, ça tourne à une vitesse épouvantable. Il y a des morceaux qui se détruisent un peu. Il y a encore du fioul, de l'huile, de la friction. Et puis, des fois, le temps que tu enlèves le gaz, parce que veux pas, c'est manuellement qu'on va faire ça, qu'on va retirer le gaz, qu'on va sécuriser le moteur, on va enlever l'hydraulique dedans, on va s'assurer qu'il est encore là, il shake, il brasse, il y a des morceaux qui sortent, mais il n'est plus un problème. Et on vole très bien sur tous ces avions-là volent sur un moteur, aucun problème. Hein? Tu savais qu'à la vitesse V1 sur la piste, tu perds un moteur, tu décolles, et puis tu vas être capable de décoller, revenir, puis réatterrir. Tu vas pas 100 000 km, mais tu vas revenir. Sur un moteur, oui. OK. C'est pas un problème. Presque tous les modèles d'avions sont de même? Tous les modèles gros porteurs. Tous. Sans exception. OK. Pour la sécurité, dans le fond. Pour la sécurité. Ça donc, revenons aux oiseaux. Donc, il y en a des volées d'oies. Quand on arrive, là, les gros oiseaux, les ouaies qui reviennent. Là, les ouaies, c'est probablement le pire cauchemar. Parce qu'ils sont gros? Parce que c'est gros, lourd. Et puis tout ça. Je vais te donner un exemple. À un point ou un autre de ma carrière, je ne dirais pas quand ou avec quel avion, j'ai frappé un goéland. Sur un décollage, j'ai fait 300 000. L'as-tu vu? Oh, je l'ai vu, puis lui aussi m'a vu. On l'a vu se retourner. Il a frappé direct sur le nez, puis on a fait quasiment 300 000 de dommages sur un avion. Arrête! Ouais, on était au départ, puis on l'a ramassé direct sur le nez. On a détruit le cône en avant, le radar en avant, puis tout ça. Puis on a ramené l'avion, ça n'a même pas été aucun problème. Le problème, c'est quand tu l'as dans les moteurs. C'est pour ça qu'on était bien content de le frapper dans le nez et pas de le ramasser dans un moteur. Un gros goéland obèse qui a mangé trop de McDo. Là. OK. Puis lui, il peut-tu... dans le fait, la réalité, c'est que si tu fais ça, peux-tu faire ton vol normal ou tu vas revenir pareil? Non, tu vas revenir. Tu vas revenir. Pas de chance, OK. Non. Puis ça sent le poulet frit, ça sent le Kentucky dans l'avion. Quand tu ramasses point-là? Oui. Parce que l'air, veux pas, l'air que tu respires dans l'avion est compressé par les moteurs. Donc, si tu rentres du poulet dedans, tu le fais frire avec le moteur, puis après ça, l'odeur dans l'avion, ça, tu sais que tu en as mangé juste la sauce, ça. Tu le sais que tu en as mangé un parce que ça sent le Kentucky dans l'avion. Je pensais jamais. Oh, et puis pas un peu, là. Va chez Kentucky, ramasse un avion, même odeur. Puis je me demandais, vu que vous êtes en avant, puis la vitesse, puis la force que vous avez, je me disais, y a-tu un indicateur? Mais toi, tu me dis que c'est l'odeur qui va savoir que vous avez pogné de quoi? Ou tu vas-tu sentir un choc? Ou c'est pas si gros que ça par rapport à la force d'un avion? Tout est du cas par cas, là. OK. Je comprends. Tu peux ramasser, j'ai déjà ramassé une dizaine de petits oiseaux gris de 4 pouces dans un PT6, dans un King Air. Puis on le savait qu'on les avait ramassés, puis on a volé l'avion, on l'a ramené l'avion, puis on l'a inspecté, tout ça. Puis il y avait une trappe, ils ont tous passé droite, on en a mangé une dizaine, mais il n'y a rien qui est rentré dans le moteur. Comprends, OK. Mais ça, c'est un moteur à hélice. Moteur de jet, lui, si tu le rentres dedans, s'il rentre dans le moteur, il rentre dans le moteur. Si c'est un petit oiseau, il y a de bonnes chances que tu ne saches pas. Si c'est un dindon, gros goéland, plus il est gros, pire c'est. Mais tu sais que dans les tests de moteur, ils lancent des dindes, comme à Noël, des dindes gelées. Pour tester le moteur. Oh, oui, des dindes gelées dans le moteur. Si ça, le moteur t'offre ça, il y a des pales qui peuvent ressortir. Il y a des vidéos sur YouTube. Une grosse dinde, une grosse dinde gelée, une grosse dinde de Noël. Boum, dans le moteur. Non, mais ça montre le sérieux de l'affaire, par exemple. Non, c'est ça. Tout est pensé, puis tout est... Je reviens à quelque chose que tu as dit en début de podcast. Tu as dit, j'ai aimé ça aller dans le Nord, tout ça, mais est-ce que c'est un gros concern quand tu es dans le Nord puis il fait froid de même pour le moteur, pour partir l'avion? Tu sais, on fait des jokes, là, par là à distance puis pour réchauffer les bains, là. Mais y a-tu des moments où c'est tellement froid que tu réchauffes même pas dans le cockpit? Tu gèles? Il faut que tu sois quasiment habillé en hiver? Quand j'étais dans l'Arctique, la façon de réchauffer les avions, c'est qu'on avait quelque chose qui s'appelle des Herman Nelson. Un Herman Nelson, c'est une patente qui marche au diesel. Comme une chaufferette, peut-être? Une chaufferette grosse comme un char. Et puis là, il y a des docks d'air qui sortent de là, puis tu rentres ça, puis t'en mets un. D'habitude, ça en prend 2. T'en mets une dans l'avion. Un pour les passagers. Et une dans chaque moteur. C'est même pas pour les passagers. Okay. C'est quand l'avion est au sol et il ne fait rien, tu mets ça dans. Donc, les moteurs restent chauds
l'intérieur de l'habitacle, l'avionique reste chaud. Un avion gelé, là, c'est bon, rien. Là, tu pars pas avec ça. OK, parce que, tu sais, nous autres, quand on apprend que quand il y a un petit peu de gel, ils vont déglacer l'avion, là. OK, mais Mais ça, il y a dans pas le Nord, tu déglaces pas s'il fait moins 50. C'est très... Ben, premièrement, le fluide de déglaçage a une température limite qui est de Comme le lave-vide, dans le fond? Oui, ben, c'est ça, c'est moins 30 kg, me semble. OK. Ça tourne autour de moins 36, une chose comme ça. À moins 36, la plupart du temps, t'as pas beaucoup de givre ou t'as pas beaucoup de glace sur les ailes. Le pire temps, c'est moins 7, moins 8, un ciel étoilé. Le matin, il y a un pouce de glace. Tu sais, c'est comme si ton auto... Ouais. Ça, c'est les matins les pires pour un avion. Puis tu vas au déglaçage, tu sprays du glycol. Puis t'as deux sortes de glycol. T'en as un qui est rouge, il y en a un qui est vert. Le rouge, c'est pour enlever la glace. Puis après ça, tu mets un vert. Puis comment est-ce qu'il y a de la pluie verglaçante qui tombe? Ça va protéger les ailes. Puis quand, à 100 nœuds exactement, ça va finir de sortir de l'aile. Puis l'aile va être propre. Puis tu décolles. Question d'un néophyte comme moi. Mettons qu'il faut qu'il... Il y a toutes les conditions que tu viens de donner, donc ça impose de faire un déglaçage, mais on le fait pas. C'est-tu sûr qu'on va se planter? Qu'est-ce qui arrive? Je veux pas le tester, toi non plus, là. Non, c'est ça. C'est pas quelque chose que je peux te dire, je suis certain. Mais ils ont prouvé très clairement, il y a eu des accidents, que si ça prend pas beaucoup de contaminants sur le top de l'aile, parce qu'un avion vole par le dessus de l'aile. Beaucoup de personnes pensent que l'avion vole par le dessous de l'aile. C'est une aspiration du dessus de l'aile qui met l'aile en vol. Okay. Si tu as du contaminant par-dessus l'aile, beaucoup, il y a des bonnes chances que ton aile ne mordra pas. Là, elle va créer des turbulences, donc une séparation de l'air laminaire sur le dessus de l'aile qui va faire que simplement l'avion, il volera pas. Il va monter à 10 pieds puis il va se récraser à terre. OK, moi, je reviens à une autre question parce que c'est fascinant, tu le vois, l'aviation. Là, on a plein de questions. Quand on atterrit, quand on a un départ avec un très, très gros avion comme un 777, puis on est 400 personnes dedans, tu te dis, ça va-tu lever? C'est donc bien pesant. Ça, c'est toujours impressionnant. Mais quand on atterrit, moi, je me suis toujours posé la question, mais à un moment donné, même si vous allez à 200 km/h, on a l'impression qu'on va à 30 km/h tellement que ça avance plus. Tu descends, mettons à Québec, là. Ouais. T'es à hauteur, on s'en va tourner au Château Frontenac, puis on va chercher le vent de l'autre bord, puis on s'en vient à l'Anse-Lorette. On se dit, les pilotes le savent évidemment, y a-tu une vitesse où si tu allais plus bas que ça, tu tomberais vraiment comme une roche? La vitesse de décrochage. C'est quoi ça? C'est toujours différent. OK, c'est selon la température puis tout? Selon la température, le poids, quel genre de flaps que tu as de sortie, c'est tout décidé par chaque avion. Chaque vol. À chaque vol, ça va être différent. Chaque vol, c'est différent. OK, c'est intéressant ça. La beauté, c'est qu'on a un bel ordinateur qui va nous dire c'est quoi les vitesses. Tu le sais? OK, puis telle température. Non, pas température, vitesse. Donc, tu vas pas toujours atterrir avec le même avion sur le même leg à la même vitesse. Le même avion, 3 legs dans la journée, 3 atterrissages, 3 vitesses différentes. Selon, surtout le vent? Le poids de l'avion? Surtout le poids, oui. OK. Surtout combien de gaz il te reste, combien de monde t'as dans l'avion, combien t'as de freight, etc. La longueur de la piste, combien t'as de flaps. Tu sais, exemple, le 737 atterrit, mettons, sur un moteur, tu vas atterrir avec 15 degrés de flaps, 30 degrés. C'est quoi les flaps, pour que je comprenne? C'est ce qui sort en arrière. OK. OK, bon, tu sais, quand ils se mettent à sortir moi j'appelle ça des guirlandes en arrière, qui sortent des guirlandes, tu as jusqu'à flaps 40, mais tu sais, flaps 40, tu vas être beaucoup plus lent que flaps 30 ou encore que flaps 15, qui est, mettons, ce que tu utilises pour en urgence. Bien évidemment, tu vas me dire, si tu atterris un avion extrêmement gros, probablement que c'est pas les mêmes données non plus. Tu vas faire c'est le même principe. Mais plus gros, plus d'ailes. Des fois, un 777, 787 va atterrir... Plus facile à atterrir? Pas nécessairement, mais il va atterrir plus lent qu'un 737 bien lourd. OK. Ben, vu que tu as volé dans le Nord, des fois, on dit qu'il y a certaines conditions. On parle de, je pense, comment il s'appelle, le colonel Piché, qui a atterri quasiment plus de moteur. Ouais. Donc, jusqu'à quel point ça peut voler un avion sans moteur? Parce que, là, on parle de décrochage. Quand tu es trop proche du sol, là, tu vas tomber, mais, tu sais... Ça, c'est la racine carrée de 1,2,3 de la vitesse. Je sais pas, j'ai aucune idée. Non. Même, là, mais encore une fois, la meilleure vitesse de planer est calculée par un ordinateur, puis ça va... Tu vas à une page, cliques sur un bouton, suis ça, puis tu suis ça. Tu t'ostines pas, hein? Non, tu peux pas te tromper. Et puis sur ton gauge de vitesse, un peu, oui. là, tu vas voir qu'est-ce qui est trop vite, qu'est-ce qui est pas assez vite. Puis l'avion va rester là-dedans, puis tu peux aller chercher la meilleure vitesse de planer, pas de moteur. Okay. Sur la meilleure vitesse qu'il va te donner pour garder la plus haute altitude sur un moteur. Bon, tous ces paramètres-là se trouvent là, en claquant des doigts. Là, c'est quoi les exigences pour être à jour dans ces licences de pilote? Est-ce qu'il faut que tout le temps tu aies des mises à jour? Faut que tu s'il y a un nouvel avion, faut que tu l'apprennes avant de le piloter? Il y a personne initiale pour ce qui est de renouvellement. C'est une fois par année, tu fais ton médical. 2 fois par année, tu vas au simulateur, plus des cours au sol. OK, vous y allez à haut. C'est sérieux, pareil? Oui. Tous les 6 mois, je mets, non seulement une fois par année, je mets ma job sur la table avec mon certificat médical. En plus de ça, à tous les 6 mois, je mets ma job sur la table
au simulateur où est-ce qu'ils vont me tirer toutes les urgences possibles et imaginables qu'on peut trouver. Toute la chenoute, là, ils veulent voir si c'est encore... Puis même une fois par année, les niaiseries qui ont été faites par 2-3 autres personnes, ils te les donnent dans le loft qu'on appelle. OK. C'est qu'une fois par année... Le programme est fait de même, là. Ben, c'est que c'est des humains, des deux gars dans un bureau qui décident qu'ils remplissent... cette semaine, on va faire... Bon, il va y avoir une panne moteur, il va y avoir un feu cabine, il va y avoir ci, il va y avoir ça, il va y avoir un feu dans le cargo. Là, il faut que tu réagisses naturellement. Bon, oui, c'est ça. Puis tous les 6 mois, ils t'envoient là, puis ils te donnent... ça dure environ... il me semble que c'est 4 heures, 3 jours, donc c'est 12 heures environ de simulateur avec un examen. Là. Il y a 2 jours de pratique où est-ce qu'ils te rendent la vie impossible, puis après ça, il y a une journée que c'est un test qui est toujours un petit peu plus facile pour dire, bon, c'est beau, on signe le papier avec des... On approche du bout de notre affaire, mais je me dis, est-ce que quelqu'un qui aime, comme toi, tu sembles beaucoup aimer piloter, par nature, va moins aimer d'être 100% pilote automatique? Ben, j'ai posé des questions. Des fois, on embarque dans... J'ai fait un Montréal-Paris, puis il y avait dans notre banc, ma blonde et moi, un pilote, puis tu sais comment je me mets, puis je pose des questions, tout ça, puis je disais... Ben, il dit, nous autres, il dit, à la rigueur, on pourrait quasiment atterrir 100% automatique, les gros avions, tout ça, mais il dit, on veut. Puis, Chris, on est pilote d'avion. On veut pas, tu sais, là, il m'expliquait, il dit, il y a des limites, là, on vient de faire un vol de 7 heures, puis moi, je vais arriver, il dit, on pourrait atterrir pilote automatique. Tu sais, oui, mais on veut conduire, on veut piloter, dans le fond. Dans des conditions extrêmement précises, tu peux utiliser l'avion avec une bonne programmation, qui est une programmation assez rigoureuse. Mm-hmm. L'avion va se rendre jusqu'à la piste sans... Aucune intervention. Aucune intervention. Tout le programme est 100% planifié. Là. Ou presque. Ou presque, sûr, OK, je comprends. Mais tu checkes pareil. Faut que tu mettes des flaps, faut que tu changes la vitesse, faut que tu gardes l'avion sur une pente, faut que tu regardes ce qu'il fait, faut quand même tu te parles, que tu établis ça, il va presque s'atterrir tout seul. Et puis ça, tu utilises ça, mettons, dans des conditions de visibilité très, 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 très restreintes. Okay. Comme, où est-ce qu'à 50 pieds de terre, pas grand-chose, à 50 pieds de terre, tu vas décider si tu atterris ou tu n'atterris pas. OK? Donc, c'est 8 secondes, c'est fini. Tu arrives là, il reste 8 secondes, puis souvent moins, pour prendre une décision si tu vas remonter ou bien si tu vas atterrir. Ça t'es-tu arrivé de remonter, là? Oui, on remonte tout le temps. On remonte pour tout. Chaque fois qu'il y a quelque chose crée une situation qui douteuse, non sécuritaire, instable, tu remontes, tu recommences. T'en masses de gaz, tu remontes, tu recommences, tu fais le tour, puis tu reviens. Donc, c'est assez fréquent. Oh oui. Dans la dernière année, j'ai dû faire... peut-être certainement 4 go-around, 4 ou 5, parce que tu remontes, ils étaient tous dictés. Là, ça fait peur au monde dans ce temps-là? Ou? Ben non, tu leur expliques, tu fais un petit pied, tu jases, ça me donne la chance de faire de la radio un peu. Puis, c'est votre capitaine. Dieu merci, on est en arrière d'une porte anti-balle, c'est beaucoup mieux que... Non, blague à part, ça arrive souvent, tu remontes, puis c'est pas une urgence, c'est tout à fait comme si de rien n'était. C'est rien. OK, je reviens sur une question finale, parce que tu es René Arthur, le fils d'André Arthur. Est-ce que le nom Arthur, dans ta vie, t'as plus servi que mal servi? 50-50. Quand tu étais jeune, tu faisais-tu écœurer par ton père, il brassait puis il était populaire. Là. Le pire moment de ma vie où est-ce que je me suis fait écœurer, ça a été tes plus grands moments de radio. Le zoo? Ah oui, le zoo. Vous faisiez des sketchs sur André qui étaient... absolument on l'a tellement fantastique. On l'a tellement c'était pogné. Normal, vous étiez en guerre de code d'écoute puis tout ça. Par contre, à un moment donné, dans les maisons, j'ai vu une trend qui a changé. Quand j'étais jeune, jusqu'à environ le début de mon primaire, les gens me parlaient de ce que les parents écoutaient André. Ben oui. Puisque les parents s'ostinaient dans la maison par rapport à ce que, parce que ça, ils créaient des chicanes conjugales dans la maison. Là, ben écoutez, ton père, c'est une religion. Ben, c'est ça. Exactement. Et quand toi, t'es arrivé avec tes meilleurs succès, là, je me faisais raconter tes sketchs. Parce que moi, la radio chez nous, c'était pas... Tu sais, mes parents étaient séparés, veux pas, depuis un très jeune âge. Ma mère, mon père, des deux bords, deux mentalités complètement différentes. Quand j'étais chez ma mère, qui était le plus le temps de l'école, le matin, tout ça... C'était pas... on n'écoutait pas André, là. Il n'y avait pas de religion. Non. Ma mère était pas un gros fan d'écouter le bonheur. Fait que il n'y avait pas vraiment de radio chez moi. Mais c'est tranquillement. Mais beaucoup aussi les enfants de gens que j'ai côtoyés, que André a persécuté, ou des gens, tu sais, j'en ai croisé beaucoup des gens. Une couple qui ont mangé, qui ont été développés, là. Ceux qui ont développé un peu, les jeunes, ils disent, pas toi, t'es juste le fils de l'autre. Eux autres aussi, t'es le fils de l'autre, puis tu sais, 2-3 claques à la gueule, c'était réglé, c'était pas pire. C'est à un moment donné, t'apprends à te défendre, je suis devenu...
J'ai passé d'une victime à quelqu'un de beaucoup plus méchant, tu sais. Puis c'est bien correct. Tu t'es protégé. Dans le fond, est-ce que, tu sais, ton père est un gars assez, j'allais dire solitaire. C'était pas un gars qui était dans la mondanité, mais pour 1000 raisons qu'on connaît, là. Mais tu sais, il faisait ses affaires, tu sais. Ah oui. Il y avait pas. Es-tu un peu l'honneur, toi aussi? T'aimes-tu bien dans tes affaires? Moi, j'ai mon cercle. Parce que tu parles de ta petite famille, puis moi, je trouve ça parfait, là. Moi, j'ai mon cercle, puis il grossit pas, là. Je cherche pas d'amis, là. J'en veux pas. non, mais tu fais un job que t'aimes. Ah, moi, je suis très heureux, là. Ma vie va très, T'as très une femme puis des enfants que t'aimes beaucoup. Fait que c'est parfait. J'ai une T'es femme comblé. extraordinaire, des enfants job. extraordinaires, des chums extraordinaires, une job extraordinaire. Écoute, c'est mon seul problème dans la vie, je paye trop d'impôts. Veux-tu qu'on signe à côté? On connaît ça. Hey, merci. Merci beaucoup, René. C'est gentil. C'est un honneur. Hey, c'était le fun. Merci.